Monsieur le professeur Jacques Foss, mon cher collègue, mesdames, messieurs, mes chers collègues, vous le savez, nous sommes rassemblés ce soir pour une cérémonie un peu particulière. Je n'arrive pas à savoir si c'est une première, mais c'est sûrement une dernière. Pour moi, oui. Ouais. Peu de gens, quand même, se souviennent à la maison d'avoir connu ce type de cérémonie. J'ai mené ma petite enquête depuis quelques jours. Mais en tout cas, je trouve l'initiative extrêmement intéressante et j'encourage, je ne peux qu'encourager à ce que vous soyez imités par vos collègues pour la suite. Néanmoins, je voudrais vous faire remarquer, mon cher collègue, que vous me placez dans une position ambiguë. Car je peux difficilement me réjouir. Me réjouir de votre départ serait laisser penser qu'après tout, vous n'êtes pas indispensable au fonctionnement de la maison, alors que vous êtes un des piliers de cette maison. Mais de l'autre côté, je comprends bien que, dans de telles circonstances, vous souhaitiez aussi que nous manifestions, sinon une certaine joie, du moins, en tout cas, toute notre sympathie. Et c'est dans cet état d'esprit que je prends donc la parole. J'ai dit que vous étiez identifié au CNAM. J'ai raconté depuis hier soir à quelques amis que j'ai rencontrés, je me suis livré hier soir à quelque chose que font maintenant beaucoup de responsables, que vous pouvez tous faire. J'ai pris Google et j'ai tapé Jacques Foss. Je ne vous dirai pas le nombre de choses qui sont sorties, mais très important. Chaque fois que j'ai vu sur mon écran Jacques Foss, chaque fois j'ai vu CNAM. Et ça m'a frappé. L'identification de Jacques Foss au CNAM, elle est totale. Et ça, je pense que nous devons tous réfléchir. Bon, je pense que personne n'a honte d'appartenir au CNAM, mais parfois, nous faisons preuve d'une discrétion qui est peut-être pas souhaitable. Alors, c'est normal que Jacques Foss soit identifié au CNAM, puisqu'il y est depuis 25 ans. 1983. Un quart de siècle au CNAM. J'ai plaisir d'ailleurs à noter que vous avez été accueilli par un recteur, le recteur Sorel, et donc c'est un recteur qui vous dit au revoir. La boucle est bouclée, si je puis dire. Alors, je ne vais pas résumer la carrière de Jacques Foss, ce n'est pas le lieu, ce n'est pas le moment, d'autant plus que son départ n'est pas encore programmé pour ce soir même, hein, soyons bien clairs, et puis rien ne dit qu'il ne continuera pas, même tout dit le contraire, à rendre quelques services à cette maison à laquelle il est très attaché. Simplement en dire deux, trois choses, donc 25 ans au CNAM, ce qui fait peu de choses en dehors du CNAM, une vie à Paris 11, avant sa création en tant qu'étudiant et après sa création après 68, un bref passage par Paris 5 et tout le reste de sa carrière au CNAM. Simplement, ce que j'ai envie de dire avant de vous passer la parole, ce qui m'a frappé en lisant votre curriculum, je ne vous connaissais pas, on se connaît depuis un mois à peu près, je dois dire quand même que quand vous avez pris votre décision de faire cette séance terminale, quelqu'un ici présent m'a envoyé un mail tout de suite. Bon, le fait que je sois administrateur général aujourd'hui était un secret de polichinelle à l'époque, et quelqu'un m'a dit « tu ne peux pas être absent ce jour-là ». Donc tu bloques, c'était bien avant que le décret ne soit signé, tu bloques la soirée du mercredi 30 septembre, parce que tu ne peux pas être absent à la leçon finale du professeur Jacques Foss. Moi, ce qui m'a frappé en lisant depuis que je vous connais, et c'est souvent le cas des gens qui sont aux premières loges, c'est que dans le fond, vous faites mentir cette idée reçue, c'est que quand on est universitaire, on ne peut pas tout faire. Et qu'il faut privilégier, suivant nos sensibilités respectives, qui l'enseignement, qui la recherche, qui l'administration, etc. Or, souvent, on s'aperçoit que, en fait, c'est pas vrai. Et que ceux qui sont, je dirais, pleinement investis, le sont en général sur tous les champs. Et en tout cas, ce qui vous concerne, alors c'est vrai que votre discipline peut-être s'y prêter particulièrement, mais dans cet amphithéâtre, il y a des gens qui savent beaucoup plus que moi l'investissement que vous avez mis dans l'enseignement, à tout public, et j'insiste bien sur tout public, sans en privilégier aucun, l'investissement que vous avez mis sur la recherche et l'investissement que vous avez mis sur la culture scientifique. Alors c'est vrai que quand on est, je dirais, sur le champ nucléaire, il y a quelques nécessités à s'investir sur le champ de la formation
de nos citoyens si on veut nourrir le débat public et avoir un débat public de qualité. Moi, ce qui me frappe, bon, on le sait que vous êtes sur un sujet sensible, je ne veux pas m'étendre trop longuement, mais ce qui m'a frappé, j'ai lu beaucoup de choses de ce que vous avez écrit ces derniers temps, c'est le recul avec lequel vous avez abordé votre spécialité. J'ai aussi découvert qu'on pouvait faire du nucléaire en faisant de la chimie, ce qui m'a beaucoup surpris. Je pensais que c'était un domaine réservé aux physiciens, mais bon, personne n'est parlé. Mais vous n'êtes pas ce qu'on appelle un nucléocrate. Vous avez par rapport à ça un recul, le recul du scientifique, hein, le recul du sage. Et si je devais simplement conseiller la lecture d'un article que vous avez lu, c'est, comment c'est, je l'ai noté, qui m'a beaucoup frappé, sortir du nucléaire, point d'interrogation, un combat perdu d'avance. Voilà, nous allons vous écouter avec beaucoup de plaisir, et puis je reprendrai la parole à la fin. D'accord. Monsieur l'administrateur général, mesdames, messieurs, mes chers amis, mes chers collègues, vous avez pu voir avant cette leçon défiler des images tout à l'heure de ma leçon inaugurale qui était prononcée sur le thème de la radioactivité et ses applications. Et effectivement, j'ai tenu 25 ans après, enfin, on n'a pas vu les 25 ans passer, mais ils sont passés, à prononcer une leçon de clôture, et je suis très heureux de vous voir, et puis ému aussi, bien sûr, hein, comme à la leçon inaugurale, de vous voir si nombreux ce soir, ici rassemblés autour de moi. Comme vous l'avez dit, monsieur l'administrateur général, les leçons de clôture, comme les leçons inaugurales, font partie des traditions de notre établissement. Et l'un des derniers, d'ailleurs, à avoir prononcé une leçon de clôture, et j'en ai aussi, moi, parlé avec certains, et ils s'en souviennent, c'était celle de notre collègue Étienne Roth, ça fait déjà un certain nombre d'années. Et c'était déjà un nucléaire, pour ne pas dire effectivement un nucléocrate, donc disons un nucléaire, comme quoi on peut baigner dans les technologies du futur et sacrifier aux traditions qui participent du patrimoine intellectuel de notre établissement et donc à sa richesse. Lorsque j'ai envisagé il y a 2 ans de faire une leçon, je commençais à en parler à des anciens élèves que je rencontrais en disant rendez-vous le 30 septembre 2008 à 18h, et j'hésitais entre quel avenir pour le nucléaire ou y a-t-il un avenir pour le nucléaire. J'aurais pu l'appeler sortir du nucléaire, un combat perdu d'avance, mais là c'est un peu déflorer le sujet. Et en fait aujourd'hui plus personne ne se pose la question de savoir s'il y a un avenir pour le nucléaire, et donc bien sûr le titre est resté et je vais m'en expliquer donc dans un instant. Alors les propos que je vais tenir en fait ici concernent évidemment les besoins de la planète, hein, c'est-à-dire qu'on entend un petit peu de tout comme discours. Je ne m'intéresse pas à la France, si je puis dire, on n'est jamais que moins de 1% de la population, et demain, si on sortait du nucléaire, on se retrouverait au 400e rang mondial, mais la Terre continuerait de tourner. Mais je vais me placer sur un plan planétaire et montrer donc quels vont être effectivement les besoins de demain, en gros les besoins de nos enfants et de nos petits-enfants. Alors en fait, vous le savez, les challenges de ce siècle qui vient de commencer sont l'énergie et l'eau douce, et vous allez voir qu'en fait les deux sont liés. L'énergie, bon, indispensable à la vie et au développement économique, c'est clair. Et en fait, l'homme, pour vivre, ça a été vrai de tout temps, a besoin de peu de choses, 2,7 kWh par jour, ce qui ne représenterait jamais que 6% de la consommation totale de 2005. Mais en réalité, vous savez qu'en particulier dans les pays industrialisés, on consomme beaucoup plus d'énergie que ça. Les Français, chaque Français 150 kWh par jour, chaque Américain 260, et que c'est lié évidemment à la vie, puisque la planche que vous voyez en bas sur l'espérance de vie, les hommes 77,6 ans, les femmes 84,5 ans pour la France. Quand je suis né, mon espérance de vie était de 53 ans, hein, c'est-à-dire que normalement je ne devais même pas franchir le siècle. Et on gagne un quart d'heure, en gros un quart d'heure de vie à chaque heure qui passe, ce qui fait que si on reste ensemble 2 heures, vous avez gagné une demi-heure de vie, vous avez bien fait de venir. Le plus triste de cette histoire, c'est que, vous voyez, dans les pays en voie de développement, non seulement c'est beaucoup plus bas, mais cette planche qui correspond à une conférence, c'est un extrait hein, que je fais depuis plusieurs années, je l'ai refaite
plusieurs fois, ça n'a jamais été pour augmenter l'espérance de vie des pays en voie de développement, PVD qui sont là, ça a été toujours pour augmenter l'espérance de vie des Français. Tant mieux pour nous, mais malheureusement pour les autres. L'eau douce, c'est la même chose. J'ai laissé exprès indispensable à la vie au développement économique. Et vous voyez, les besoins, en fait, augmentent de 64 milliards de mètres cubes par an. Et aujourd'hui, eh bien, la seule solution, vous la connaissez, c'est de dessaler l'eau de mer. Mais pour dessaler l'eau de mer, eh bien, c'est 5 kWh par mètre cube. Et si vous faites le calcul, vous voyez que par an, ça correspond soit à 30 réacteurs EPR, soit à 65 000 éoliennes de 5 MW, parce qu'il n'est pas question, évidemment, d'utiliser du fossile, puisqu'on va le voir et on le sait tous, il faut rejeter le moins de gaz carbonique dans l'atmosphère. Donc, vous voyez, il y a là aussi un enjeu. Je ne dis pas qu'on va les faire, ces réacteurs, mais si on ne les fait pas, eh bien, la planète manquera d'eau douce. Alors, où en sommes-nous ? Ben, vous le voyez, la consommation d'énergie primaire est passée de 1 à 10, c'est-à-dire a été multipliée par 10 quand même. Les gigatep, c'est des milliards de tonnes équivalent pétrole, hein. C'est la plus grosse unité énergétique qu'on puisse utiliser aujourd'hui. 1 à 10 gigatep par an entre 1900 et 2000, ce qui fait une progression de 2,35% chaque année. On pourrait penser que c'est lié à l'évolution de la population. Vous voyez qu'effectivement, ça accroît très vite. On était 1,65 million en 1900, on était 6 milliards en 2000, mais vous voyez que ça ne fait jamais qu'une progression de 1,48% par an, si je puis dire, alors que la consommation d'énergie était de 2,35. Mais vous allez voir dans un instant que le problème est encore plus dramatique que ça. Qu'est-ce qui s'est passé le 19 décembre 2005 ? Alors c'était une question, une fois, qui veut gagner des millions ? C'était une question à 100 000 euros quand même. Hein. Donc je m'étais dit, si les gens ont suivi mes conférences, là, ils vont gagner les 100 000 euros. Eh bien, on a passé la barre des 6,5 milliards d'habitants sur Terre. Or, on avait franchi la barre des 6 milliards en octobre 1999. Vous faites le calcul, ça fait un delta de 220 000 par jour. Alors vous allez dire, oui, mais depuis on a pris conscience de tout ça. C'est vrai que on a du mal à imaginer ça parce qu'on vit en fait dans des pays où on a plutôt un manque de natalité. Je vais citer mon collègue Michel Godet qui est ici et qui a dit on s'intéresse beaucoup aux bébés phoques mais pas beaucoup aux Italiens. Or la population italienne va diminuer de 47% d'ici 2050. Hein, tu te souviens de ça ? Voilà. Donc on baigne pas dans cet esprit-là, mais il n'empêche que vous voyez le delta est de 220 000. Est-ce qu'on a freiné depuis ? Là aussi, c'est extrêmement facile. Le dernier chiffre que j'ai pu avoir, c'est quand même cet après-midi, 15 heures. On était, vous le voyez, 6 milliards 729 millions. Et en réalité, le delta a même augmenté. Hein. Et chaque jour, il y a 365 000 naissances. Ça fait plus de 4 par seconde. Hein. Vous vous souvenez sans doute que Coluche avait dit, il paraît qu'il y a une femme sur la planète qui accouche toutes les 2 secondes. Il faut se dépêcher de la retrouver pour l'empêcher de continuer. Eh bien, il s'est trompé d'un facteur 8. En réalité, c'est 4 par seconde. Et quand vous regardez ici, vous voyez que plus de 90%, c'est dans ces fameux pays en voie de développement dont je vous parlais, 57% en Asie, 26% en Afrique, 9% en Amérique latine. Alors, avec une telle progression, même d'ailleurs en freinant un peu, mais on ne voit pas pourquoi on freinerait aujourd'hui, vous voyez qu'on franchit la barre des 10 milliards d'habitants sur Terre en 2050, ce qui est reflété sur ces courbes-là. Alors ça, c'est une image que m'a donnée un autre collègue, qui est Christian Rumlar. En 2005, on a produit sur la planète plus de transistors que de grains de riz, et pour moins cher. Et nettement plus, puisque le nombre de transistors double tous les 2 ans, et ça correspondrait pour chaque habitant, les 6,5 milliards dont je vous parlais, ou les 6 milliards 729 millions aujourd'hui, à une consommation de 12 kilos de riz par jour et par personne. Vous voyez, c'est considérable. Et c'est une belle image, parce que l'une, effectivement, reflète les pays en voie de développement, l'autre, les technologies du futur. Et il est certain que ces pays dont on a vu qu'ils sont très pauvres, mais avec des énormes populations, c'est légitime, ont tendance à vouloir rejoindre le monde des technologies. Et tout ça, évidemment, c'est énergivore. Alors, quand on essaye de comparer, vous voyez, la consommation d'énergie par rapport à l'évolution de la population, c'est vrai que les courbes ont l'air de coïncider. Mais, comme vous le voyez ici, c'est pire que ça, puisque l'Amérique du Nord donc, est à 7,8 tonnes équivalent pétrole par habitant, l'ex-URSS 4,1, l'Europe de l'Ouest 3,6, et puis après vous êtes à 0,9, 0,6, 0,3, c'est-à-dire on est très bas, Amérique latine, Asie, Afrique, là où vous avez vu qu'il y avait quand même plus de 90% des naissances.
Quels vont être les besoins énergétiques en 2050? Alors, vous avez une trentaine de scénarios, j'en ai choisi 3. Le premier, c'est un scénario qui est prôné par les Verts, que j'ai entendu ici à Paris. On dit, il n'y a pas de problème d'énergie, pas de manque d'énergie sur la planète. Il suffit de demander aux pays qui consomment beaucoup d'énergie de faire des économies et de faire basculer ça sur les pays en voie de développement, c'est-à-dire en prenant comme hypothèse notre confort à nous et en disant les Américains consomment beaucoup trop. Bon. On ne va pas discuter le réalisme de ce scénario. Je ne pense pas que ce soit très réaliste de demander aux Américains d'un seul coup de diviser par 2 leur consommation d'énergie, mais peu importe, c'est un scénario parmi d'autres. Donc ça, c'est le premier scénario. Le deuxième, vous voyez, c'est en fait, c'est le scénario le plus réaliste, parce que c'est celui qu'on rencontre sur la planète depuis les années 2000, c'est-à-dire donc bientôt 10 ans. C'est le maintien d'une croissance à 2,35% par an dans les pays développés, comme les nôtres, et une croissance plus forte dans certains pays en voie de développement. Quand j'ai fait ces calculs, j'ai mis pour ces pays-là 8% d'augmentation par an pendant 15 ans, et puis après je les ai mis à 2,35 comme tout le monde. Or, vous savez que depuis à peu près ces 10 années, dans ces pays-là, ce n'est pas 8%, mais c'est une croissance à 2 chiffres. Et puis enfin, le troisième, 2,35 pour tous les pays, une augmentation. Alors là, le calcul est facile à faire, ça fait 32,5 gigatep. C'est le plus bas en consommation d'énergie des scénarios. Donc voilà ce que donnent les calculs. Je vais revenir sur la planche suivante. Vous voyez, hypothèse 1, donc on passerait en 2050 de 10 à 46. Hypothèse 2, qui est la plus réaliste, 10 à 57,2. Et l'hypothèse 3, qui est la plus minimaliste, de 10 à 32,5. Et vous voyez qu'entre la plus minimaliste et la plus réaliste, en fait, l'augmentation va du simple au double, 22,3 à 47. Autrement dit, le delta qui avait été de 9 en 100 ans, il sera compris entre 20 et 50 gigatep par an d'ici 2050. Alors voilà une petite étiquette qu'on va retrouver après, parce que donc maintenant mon propos c'est de dire l'énergie il faut la trouver, et à chaque fois évidemment je ferai baisser ces chiffres au fur et à mesure qu'on ajoutera en fait de l'énergie entre guillemets dans la balance. Alors les sources d'énergie, on les connaît, hein, l'eau, le soleil, les courants, le vent, les marées, la biomasse, la géothermie, la vapeur, où là on doit distinguer les combustibles fossiles, charbon, pétrole et gaz, et le nucléaire, réaction de fission et de fusion. Pour mémoire, j'ai cité l'énergie musculaire, ce sont les animaux de trait, mais on va voir que ça ne correspond pas à grand-chose, évidemment, dans notre balance énergétique. Les sources d'énergie en bilan 2005, c'est intéressant aussi quand vous constatez que charbon, gaz et pétrole, c'est-à-dire, en fait, les sources qui rejettent donc des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, représentent aujourd'hui sur la planète 85% en fait, de toutes les sources d'énergie, en sachant que pour certaines d'entre elles, je vais en revenir dans un instant, elles vont disparaître. Ce qui est intéressant aussi sur cette planche, c'est qu'on s'aperçoit, selon les utilisations des sources d'énergie, chaleur, électricité, transport, que les combustibles fossiles sont les seuls à être présents à tous les niveaux. C'est ceux qui vont disparaître ou ceux qu'il faudra éviter. Et que l'électricité, en fait, c'est là où j'ai le plus de variété. Je ne vais pas m'étendre très très longtemps là-dessus, c'est l'état des réserves, on en entend tous parler aujourd'hui. Le charbon, 400 ans au rythme actuel, alors je vais revenir sur le rythme actuel quand même. Le gaz, 60 ans au rythme actuel, et le pétrole, 35. On est là en 2005, moi en 2000 je disais 40, donc vous voyez, on est à 35 en 2005, on est toujours sur ce 2040 en fait. Alors pourquoi je dis un bémol sur le rythme actuel? C'est parce que vous voyez par exemple, les importations chinoises de pétrole sont passées de 23, alors c'est en millions là, de tonnes équivalent pétrole par an, 23 mégatep en 96 à 148 10 ans plus tard. Tiens, il y en a un bon facteur 6. Et par exemple, l'Arabie Saoudite, vous voyez, a multiplié par 100 ses exportations de pétrole vers la Chine en 10 ans. Ce qui fait que l'expression rythme actuel, évidemment, dépend beaucoup de la façon dont on tire en fait sur ces réserves. Alors je vais rajouter cette planche parce qu'une fois je faisais cette conférence devant des universités du troisième âge, puis les gens me disaient « Oh, bof, 40 ans, 60 ans, bof. » Bon, alors j'ai dit « Il faut que je marque les esprits quand même. » Alors quand les bébés 2000, d'ailleurs il y en a un ici qui est présent ce soir, souffleront leurs 40 bougies, il n'y aura plus de pétrole. Enfin du moins, pétrole économique à aller chercher.
quand ils prendront leur retraite, avec un point d'interrogation pour les 65 ans, il n'y aura plus de gaz. Vous avez vu la part que ça représentait tout à l'heure, hein. Ça veut dire qu'en fait, c'est jamais arrivé dans l'histoire de l'humanité, mais vous avez là des générations qui vont voir disparaître des sources d'énergie parmi les plus importantes d'aujourd'hui au cours de leur vie. Ça n'est jamais arrivé. Et il va bien falloir faire avec. Alors bien sûr, pétrole non conventionnel, les schistes bitumineux, les sables asphatiques, bon ça on commence aussi à en entendre parler, plusieurs centaines de gigatep, ça veut dire plusieurs siècles, mais c'est coûteux en énergie et c'est très polluant à exploiter. Au Canada, vous l'avez sans doute lu comme moi, ils envisagent de faire cette exploitation et ils vont installer une centrale nucléaire, ça c'est pour l'énergie, et puis la raffinerie, ça c'est pour la pollution, pour exploiter ce pétrole. Alors il y a deux événements importants qui ont marqué la fin du second millénaire, qui n'est pas si vieux que ça, hein. C'est le développement durable d'une part, Sustainable Development, c'est le rapport Brundtland de 87. Bien que, bon, voilà la définition ici, mais je dirais que c'est une notion qui était quand même relativement ancienne. Ça, c'est la meilleure définition qu'on puisse trouver. Mais il y a une autre phrase aussi qu'on entend souvent, c'est celle-ci. Nous n'héritons pas de la terre de nos parents, nous l'empruntons à nos enfants. Et en fait, qui a dit ça? C'est Saint-Exupéry, qui est décédé, comme vous le savez, en 1944. Donc c'est quand même une notion assez ancienne, et paraît-il, il aurait emprunté ça à une expression d'Indiens d'Amérique du Nord du XIXe siècle. Donc c'est quand même, peut-être on en prend conscience aujourd'hui, mais vous voyez, on n'est pas les seuls, et ce n'est pas d'aujourd'hui quand même. Alors aussi, là c'est pour montrer quand même que, essayer de détruire un peu des escroqueries qu'on entend tous les jours. On entend que les Français, sur les énergies renouvelables, sont les mauvais élèves de l'environnement, etc. Vous remarquez ici, vous voyez que la France ne se situe pas si mal que ça par rapport, par exemple, à la consommation d'énergie primaire. On est à 15,6, c'est-à-dire au-dessus de la moyenne européenne. Évidemment, la 2002, c'est l'Europe des 15. Et donc, avant l'Allemagne, quand même, qui souvent nous fait des leçons, l'Allemagne, la Grèce, l'Irlande, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, Luxembourg et la Belgique. Et si on regarde cette fois-ci par rapport à la consommation d'électricité, vous voyez, c'est même encore un peu mieux puisqu'on s'est déplacé vers les bons élèves. Encore une fois au-dessus de la moyenne européenne, et avant l'Espagne, la Grèce, l'Allemagne, etc., Italie, Irlande, Pays-Bas, Belgique, Royaume-Uni, Luxembourg. Donc, comme vous le voyez ici, on n'est pas si mauvais que ça quand même. Pour preuve, notre consommation de pétrole, et vous savez bien grâce à quoi, a diminué même depuis 20 ans. On est quasiment le seul pays développé à avoir des chiffres pareils. En revanche, on retrouve là les pays en voie de développement ou qui ont fini par se développer comme la Corée du Sud. Et vous voyez que là, l'augmentation a été considérable. L'autre événement important de la fin du second millénaire, c'est le protocole de Kyoto, 159 pays, décembre 1997, c'est-à-dire il y a à peu près 10 ans. Et ces pays, donc dits de l'annexe 1, que vous avez ici, s'engagent donc à une réduction de 5% des émissions de gaz à effet de serre entre 2008 et 2012. Donc ça y est, on y est. Hein. Mais, disent-ils, mise en œuvre si 55% des pays représentant 55% du volume total des émissions de gaz carbonique en 1990 signent le protocole. Et les pays en voie de développement ne sont pas concernés, ce qui est quand même légitime. Alors vous savez qu'on a été long à arriver à cette barre des 55%, jusqu'au jour où la Russie a décidé de signer. Mais vous avez encore des pays, comme les États-Unis, qui n'ont toujours pas signé ce protocole. Alors quelle était la situation si on prend cette année, donc 1990, qui leur sert de référence par rapport aux 20 années qui venaient de passer, eh bien, vous voyez, donc vous avez les chiffres ici. Vous voyez que l'Europe des 15, grâce à la France, ne fait que plus 5%, qu'en Asie, on est à plus 180%, le Moyen-Orient, évidemment, à plus 360%, et globalement, le monde était à plus 44%. Par rapport aux vœux pieux des pays, on peut regarder aussi ce qui s'est passé. Vous voyez, les États-Unis avaient dit « Oh, on va essayer de faire moins 7 ». Ils ont fait plus 16,7. L'Europe des 15 avait dit moins 8, ça fait plus 3. La Russie n'était pas concernée, puis avec quelques économies d'énergie, enfin sans trop d'efforts, ils se sont aperçus qu'ils pouvaient faire des économies considérables. C'est ça qui les a incités en fait à signer le protocole de Kyoto. La Chine n'était pas concernée, elle a fait plus 44. Le Japon avait dit on fera moins 6, ils ont fait plus 18,9. Et globalement, le monde, évidemment, n'a pas d'objectif, puisqu'il y a des pays qui ne sont pas concernés, mais globalement, il a fait plus 16,4.
Alors, sur ce dernier tableau, je ne vais pas vous saouler avec des chiffres. Tout en bas, la France, elle est avec 5 tonnes par habitant en 2008. Vous voyez qu'on est très loin, évidemment, des États-Unis. Par habitant, de loin, la médaille d'or. Mais maintenant, par quantité rejetée, vous savez que c'est la Chine qui est devenue le premier pays. Vous voyez, on retrouve les médaillés des Jeux Olympiques, hein, médaille d'or, médaille d'argent. La Chine et les États-Unis. L'Australie, quand même, est pas mal non plus. Le Canada, l'Allemagne, 12, la Belgique, etc. La France, 5. Électricité et CO2, alors là aussi, bon, évidemment, en France, on joue un petit peu sur du velours avec le nucléaire. Vous avez ici, donc, les émissions totales de CO2 en grammes par kilowattheure. Alors, ce n'est pas zéro, évidemment, pour l'hydraulique, le nucléaire, l'éolien et le photovoltaïque, tout simplement parce que y a la fabrication, il y a la maintenance, et ça peut consommer, rejeter du gaz carbonique. Et puis j'ai mis des chiffres rouges pour l'éolien et le photovoltaïque, tout simplement parce que vous savez que ce sont des énergies qui sont intermittentes et que quand il n'y a pas de vent, l'éolienne, elle ne tourne pas, et quand il n'y a pas de soleil, la cellule, elle ne fournit pas d'électricité. Donc il faut à ce moment-là pallier avec le gaz, hein, et ça vous donne à ce moment une moyenne qui est à peu près ici. Si vous regardez le tableau du bas, vous voyez que la France, quand même, par rapport à n'importe quoi, les États-Unis, on est à 10 fois moins, l'Union européenne, vous voyez, on est à 8 fois moins. Par rapport au reste, le monde de l'OCDE, le Japon, vous voyez, on est à peu près à 9 fois moins. On est quand même des bons élèves. Alors, ce qui est un peu regrettable dans ces espèces de protocoles, diminution d'un facteur 4 et autres, c'est qu'en fait, même les bons élèves sont concernés. Or, c'est très difficile. Si vous prenez un bon élève qui a 18 sur 20 tout le temps et on lui dit « faut faire 2 sur 20 de mieux », par rapport au cancre qui a 4 sur 20, évidemment, le cancre qui a 4 sur 20, il est content, il dit « faire 2 sur 20 de mieux, je vais essayer quand même. Hein. » Celui qui a déjà 18, c'est pas facile. Donc là, on a mis tout le monde à la même enseigne, ce qui est peut-être quand même pas vraiment raisonnable. Alors, allons-y pour le bilan énergétique. Ça va être assez court, hein, je vais passer les énergies les unes après les autres, et puis on va voir donc le bilan qui va diminuer, enfin les besoins qui vont diminuer au fur et à mesure. Alors là aussi, donc, il faut savoir que la France, en fait, est au 3e rang européen de l'énergie éolienne. En 2006, vous voyez les efforts qu'on a faits, on était 6e en 2005, 810 MW installés en 2006. N'oublions pas que l'énergie éolienne, on parle toujours en énergie installée, justement à cause de l'intermittence. Ce n'est pas de l'énergie produite, c'est de l'énergie installée. Et vous avez compris dans mon discours que de toute façon, dans l'avenir, on allait manquer d'énergie. Donc je pense qu'il ne faut pas se battre entre énergie, fournisseurs d'énergie, ça ne sert à rien. C'est un combat qui est stérile. Il faut simplement se dire qu'on aura besoin de toutes les énergies et regarder ce qu'il faut faire pour qu'on arrive à les utiliser. Et je pense que le développement de l'éolien passe, et il faut développer l'éolien, passe obligatoirement par le stockage de l'énergie. Alors vous retrouvez là donc mon petit bilan. Alors, le calcul auquel je me suis livré pour toutes les énergies, hein, ça n'est pas un bilan écologique, ça n'est pas un bilan économique. C'est d'essayer de montrer, de dire, on développe toutes les énergies au maximum, qu'est-ce que ça donne en 2050 ? Là, dans le calcul que j'ai fait, foin d'écologie, foin d'économie, j'ai mis des éoliennes partout où on peut en mettre sur la planète. Il y en a partout. Vous avez un facteur 300, c'est le grand maximum, vous ne pouvez pas faire plus, ça fait quand même 3 gigatep, c'est considérable, et vous voyez qu'ici, mon bilan est diminué de 3 unités. Mais il en manque. L'énergie hydraulique, on connaît, coût de production élevé, une emprise au sol aussi élevée, hein, tout le monde a en mémoire le barrage des Trois Gorges, c'est quand même 1 200 000 personnes déplacées, 20 villes et 1000 villages engloutis. On se souvient en France, enfin les plus anciens, se souviennent du village de Tignes, et a été englouti, les drames que ça a fait pour un village, on peut imaginer ce que ça fait pour 1 200 000 personnes, 20 villes et 1000 villages. Il y a aussi de temps en temps des ruptures dramatiques, 15 000 morts, il n'y a pas si longtemps que ça en Inde, en 79, 2600 morts plus proches de nous en 63, et en France, là aussi, les plus anciens se souviennent de ce 2 décembre 59 à 21h13, c'était un mercredi, et 423 morts lorsque, évidemment, le barrage a cassé et que l'eau est arrivée jusqu'à la ville de Fréjus. Là, c'est pareil, quand vous regardez la planète, partout où vous pouvez installer des barrages, c'est pas difficile, vous avez un facteur 6. À partir de là, vous avez noyé tout ce que vous pouviez noyer. Ça fait 1,5 gigatep. La balance continue à diminuer, mais il en manque. L'énergie solaire, conversion thermique, conversion thermodynamique,
conversion photovoltaïque. Vous voyez qu'on n'est plus en centimes d'euros là au prix du kilowattheure, mais j'ai dit que je ne ferai pas de calcul économique, hein, ce n'était pas mon propos pour l'instant. La conversion photovoltaïque, oui, pour produire de l'électricité, à mon avis, c'est, encore une fois, comme je me place sur le plan de la planète, je pense que c'est ridicule dans des pays comme les nôtres d'installer des cellules photovoltaïques. On ferait mieux de les installer dans des pays qui n'ont pas de réseau de distribution, pour lesquels c'est vital, alors que chez nous, ça n'est pas vital. Mais peu importe, là aussi, vous voyez, j'ai mis un facteur 300, ce qui est considérable, hein, 3 gigatep, et on arrive à 25. 25, 38,9, 49,7. La géothermie, on sait bien que la température de la Terre augmente d'1 degré pour 30 mètres de profondeur. Les pompes à chaleur, bien sûr. Vous voyez que les chiffres que vous avez là, ils sont en mégatep, c'est pas énorme, mais on peut penser que ça peut se développer dans l'avenir. Récupérer aussi l'énergie thermique dissipée par l'industrie. Je vous ai mis ici sur les 660 mégatep, par exemple, dissipés par les centrales nucléaires en France. Là, je suis en France. On en récupère 150, c'est pas si mal que ça, hein, c'est le quart. Et là, on peut penser raisonnable un facteur 30, vu le niveau auquel on part, évidemment, aujourd'hui. Et donc, voilà, on arrive à 24, 37, 48. La biomasse. Alors, il y a biomasse chaleur, biomasse transport. Environ 1 gigatep, ce qui est beaucoup, hein, c'est 10%. Combustion, vous voyez, du bois, de la paille, des ordures ménagères. Mais il faut savoir, ça c'est des chiffres que j'ai vérifiés plusieurs fois sur Google, parce que comme vous, monsieur l'administrateur général, je vais souvent sur Google. Et donc responsable de 1500 morts par jour, selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, surtout dans les pays en voie de développement, hélas. Mais bon, c'est comme ça. Biomasse, transport, ce sont les biocarburants. Peu de choses, vous le voyez, dans les années 2000. Il y a deux filières, l'huile végétale et l'éthanol. Et alors, bon, on entend ce discours aussi qui est toujours dire « c'est formidable ». C'est formidable parce que la plante, tout le temps qu'elle se fabrique, elle absorbe du gaz carbonique. Le jour où je la brûle, elle renvoie son gaz carbonique. Le bilan, il est nul. On a entendu des ministres même le dire, hein, ministres bien conseillés. Non, le rendement, il est obligatoirement faible, vous voyez, parce que la plante, faut mettre du carburant dans le tracteur. Il faut fabriquer des engrais, c'est très énergivore. Il faut broyer et purifier le produit de la culture. Et il faut distiller le produit obtenu pour la filière alcool. À mon avis, si on utilise des biocarburants, ce n'est pas pour avoir un bilan CO2 nul, c'est parce qu'on aura besoin, encore une fois, de tous les carburants. Alors je me suis là aussi livré, mais je ne suis pas le seul, hein, un petit calcul. Si en France, vous voyez, on voulait remplacer la moitié du pétrole utilisé par les transports par des biocarburants, c'est-à-dire donc sur les 50 mégatep, on est 25, vous voyez ce que ça donne ici en surface, évidemment, utilisée. Alors, j'avais inventé un jour, j'avais dit ça dans un de mes éditoriaux là, que vous avez cité tout à l'heure, on connaissait le slogan « boire ou conduire, il faut choisir », il va falloir s'habituer à manger ou rouler, il faut trancher. Et bien aujourd'hui, effectivement, ça a été repris, vous voyez, ça c'était un dessin de Chimulus qui n'est pas si vieux que ça, hein, c'était il y a quelques semaines. Et vous avez vu aussi que, pour des raisons spéculatives, c'est pire que ça aujourd'hui, puisque les fameuses émeutes de la faim, hein, dont on a entendu parler, là c'est la spéculation effectivement sur les céréales et autres, qui conduisent d'ailleurs la France, vous le savez, à avoir diminué, à avoir freiné ces subventions qui vont passer de 1 milliard d'euros à 300 millions et peut-être moins, justement pour essayer d'éviter ce genre de choses. Bon, on peut penser, il y a des pays, par exemple, comme le Brésil ou autres, bon, un facteur 40, ça peut sembler raisonnable. Chez nous, c'est difficile, mais il y aura des pays peut-être où ça pourra fonctionner. Vous voyez que j'ai mis la barre assez haute, et on passe à 20, 33, 44. L'hydrogène, je sais bien qu'on n'est pas tous d'accord là-dessus, en particulier avec les anciens pétroliers, mais l'hydrogène peut faire partie du carburant de demain. C'est une petite parenthèse que je fais dans ce bilan énergétique. On retrouve évidemment la vision, l'esprit visionnaire de Jules Verne, hein, l'eau sera employée comme combustible, l'hydrogène et l'oxygène utilisés isolément ou séparément fourniront une source de chaleur et de lumière inépuisable. Le problème, c'est que l'hydrogène est présent partout, mais disponible nulle part. Il n'existe que sous forme combinée, et bien, il faut bien l'isoler. Soit par décomposition de l'eau, on retrouve Jules Verne, soit à partir des énergies fossiles. Évidemment, on ne va pas faire ça, puisque les énergies fossiles, elles diminuent, et il faut les utiliser de moins en moins. Donc seule la première voie peut être envisagée, et pour les mêmes raisons de développement durable et de protocole de Kyoto, la seule source d'énergie possible, c'est l'éolien ou le nucléaire.
Un coût de production, vous voyez, plus élevé que les hydrocarbures, un coût de stockage 100 fois celui des hydrocarbures liquides. Ça, c'est aujourd'hui, mais vous savez que demain, l'énergie va augmenter. Donc, pourquoi pas. Carburant hydrogène, dernière planche, option prometteuse mais contraintes nombreuses, ça rime. Même comprimé à 700 bars, il faut 4,6 litres d'hydrogène pour fournir autant d'énergie qu'un litre d'essence. Un caractère inflammable et explosif, ça tout le monde connaît. Les chimistes connaissent bien la fragilisation des métaux, pas seulement les chimistes, par l'hydrogène. Et si on veut développer l'hydrogène demain, et je pense qu'il faut développer l'hydrogène demain, il y a une recherche technologique à développer dès aujourd'hui dans ce domaine. L'énergie des mers, on connaît bien les usines marémotrices, l'usine de la Rance, l'énergie hydrolienne, l'énergie des courants, l'énergie des vagues. On peut penser qu'en 2050, si on arrive à en tirer 1 gigatep, ça sera déjà beaucoup, et on arrive à 19, 32, 43. Alors les centrales thermiques maintenant, les centrales thermiques électrogènes. Il y a aussi une chose qu'il faut avoir en mémoire, c'est qu'une ville de 1 million d'habitants utilise 1 gigawatt électrique. Et il y a 450 villes de plus d'1 million d'habitants, il y a 1,5 milliard en fait, de terriens qui vivent dans des villes de plus d'1 million d'habitants. Et il n'y a que le thermique, en fait, qui peut vous fournir une telle puissance en occupant une surface limitée. Et soit thermique classique, mais on retombe sur les combustibles fossiles, soit le thermique nucléaire, la fission, l'uranium, minerai ou eau de mer, le plutonium issu des centrales, ou bien la fusion deutérium-tritium. Si je m'intéresse pour l'instant au thermique classique, normalement, on devrait le faire diminuer, c'est-à-dire on devrait trouver 0 en 2050, mais je pense que ça n'est pas possible, encore une fois. Donc ça veut dire qu'on va finir de tirer sur nos réserves, qu'on va aller chercher le pétrole là où c'est polluant et coûteux. J'ai quand même pas trop augmenté, vous voyez, mais j'ai quand même mis 4 gigatep, parce que, encore une fois, il va nous en manquer. Et donc on passe à 15, 28, 39. Sans oublier quand même que ce thermique classique, en dehors de ce problème de développement durable, protocole de Kyoto, vous voyez que chaque année, en fait, ça correspond à des millions de tonnes de poussière, dizaines de millions de tonnes de dioxyde de soufre ou de dioxyde d'azote, des milliards de tonnes de gaz carbonique. Rien que pour prendre un exemple qui est celui de la Chine, aujourd'hui, met en route une centrale à charbon de 1000 MW tous les 4 jours. L'année dernière, c'était une fois par semaine, et je disais, vous voyez, chaque année, la Chine, c'est l'ensemble de notre parc nucléaire, mais en charbon. Ben, c'est même plus ça, c'est même pas une par semaine, c'est une tous les 4 jours. Hein. Donc, vous voyez ce que ça peut faire sur les rejets. Les autres utilisations, évidemment, des combustibles fossiles, il n'y a pas que l'électricité, c'est aussi donc la chaleur et les transports. On peut penser là aussi que ça va augmenter donc un petit peu, et on fait baisser encore l'ardoise. L'énergie musculaire, hein, les animaux de trait, le traîneau du Père Noël, bon, c'est quand même très très limité. Hein. 0,2 mégatep en 2000, on peut penser qu'aujourd'hui, ça n'a pas bougé. Alors souvent aussi dans les conférences, on me dit oui, mais il y a les énergies que vous ne connaissez pas. Ah, les énergies qu'on ne connaît pas, mais on les connaît quand même un peu, et je vais vous montrer pourquoi. Alors effectivement, à côté du domaine du milli, hein, millimètre, milligramme, micromètre, microgramme, on arrive au domaine du nano, on en est en nanophysique, nanochimie, on est en énergie chimique, électronvolt. Il y a à chaque fois un facteur 1000, et puis d'un seul coup, hein, on est sauté au nucléaire, ce qu'on appelle le domaine du femto, et on est avec les millions d'électronvolts, il y a là un facteur 1 million. Et puis la limite aujourd'hui, hein, le CERN est en train d'essayer de bidouiller là pour faire monter un peu vers les TEV, mais vous voyez, on est encore une fois là avec un facteur 1000. Alors on a l'impression qu'il y a un chaînon qui manque là, c'est très très clair. Hein. Et si j'en parle, c'est parce qu'on en a travaillé là-dessus dans mon laboratoire, c'est le domaine du physique, picochimie, qui nous a valu d'ailleurs au laboratoire la visite quand même d'un prix Nobel de physique, 2 fois. Quand même un grand honneur pour un directeur de laboratoire de recevoir un prix Nobel de physique qui vient parce que ce que vous faites l'intéresse. Et vous avez donc derrière Jacques Dufour, qui est toujours dans mon laboratoire, et qui est le chef donc, de ce projet. Bon, alors on a du mal, hein, honnêtement, on a du mal, mais si c'était simple, il y a longtemps qu'on aurait trouvé. Et je dirais aussi qu'on n'est pas arrivé, on a eu des encouragements financiers, parce que les laboratoires, vous savez, ici au CNAB, sont financés par l'industrie uniquement, hein, et on a beaucoup de mal à trouver de l'argent là-dessus, donc on a quand même un peu de mal à avancer. Je regrette d'ailleurs, parce que bon, c'est vrai que c'est un coup de poker
pour l'industrie. Mais enfin, quand l'industrie investit des centaines de millions d'euros dans de la publicité, c'est aussi un coup de poker. Et nous, avec 1 ou 2 millions d'euros, on aurait fait des choses quand même. Le coup de poker, d'ailleurs, n'aurait pas été énorme parce que le laboratoire donc, que j'ai dirigé jusqu'à ce soir, on est quand même, avec d'autres collègues, en particulier les professeurs Alain Guy et Marc Lemaire, on a plus de 150 brevets quand même à nos actifs, donc déposés dans 17 pays. Donc on a quand même prouvé aux yeux de l'industrie qu'on faisait partie des chercheurs qui trouvent quand même. Et donc, bon, c'est dommage, mais alors on a toujours quelques petits moyens, mais c'est plutôt des milliers d'euros que des millions d'euros, alors on a quand même du mal. Mais il y a probablement quelque chose ici. Toutefois, ça ne nous apportera pas plus, c'est-à-dire qu'on va le voir dans un instant, la fois où on est passé à l'énergie nucléaire, on a fait ce saut d'1 million. Si on trouve quelque chose un jour dans le domaine de la picophysique, picochimie, c'est nous les inventeurs du nom d'ailleurs, on aura de la souplesse, si vous voulez. C'est-à-dire, par exemple, si on arrivait à fabriquer des batteries à ce niveau-là, les batteries d'aujourd'hui dans les voitures, elles font 50 ou 100 km. Si demain, elles faisaient 50 000 ou 100 000 km, ça changerait la donne, avant de les remplacer, bien sûr. On n'a pas besoin qu'elles fassent 50 millions ou 100 millions de kilomètres. Donc, je pense que c'est un domaine, de toute façon, on trouvera un jour quelque chose, et un domaine qu'on pourra utiliser. Ce n'est pas pour autant que ça nous apportera beaucoup d'énergie supplémentaire. De la souplesse, oui, mais en quantité, probablement pas. Donc, je ferme cette parenthèse, c'était quand même un peu pour parler du laboratoire. Alors, les économies d'énergie aussi. Les économies d'énergie, bon, tout le monde peut en faire, quand même, dans les pays très industrialisés. On ne peut pas demander aux pays en voie de développement, qui manquent déjà d'énergie, de faire des économies. Alors, j'ai listé un certain nombre de choses. Je pense que 1,5 gigatep, si on demandait à ces pays de faire 1,5 gigatep d'économie d'énergie, c'est considérable, c'est 15% de la consommation d'aujourd'hui. Ça ne sera pas grand-chose demain, mais bon, déjà, mais là, à mon avis, ça serait extraordinaire. Et voilà, ça, on arrive ici, et à partir de là, donc, souvenez-vous bien de ça, dans tous les discours qu'on entend toujours en disant « il n'y a pas de problème d'énergie », il n'y a qu'à développer les énergies renouvelables. On l'a fait, là, on en a mis partout, on peut. La planète, elle n'est quand même pas extensive. Il n'y a qu'à faire des économies d'énergie. On vient de le faire. Et donc, on n'a pas besoin... Si, il en manque, vous voyez. Il en manque, voilà. 5,5, c'était le scénario le plus minimaliste. 30,2, le plus réaliste, celui qui court depuis les années 2000 jusqu'à aujourd'hui, et probablement dans l'avenir. 19, c'était le scénario des Verts, qui, soi-disant, est un scénario complètement économique en énergie. Et même si je prends 5,5 gigatep, puisque maintenant, il ne nous reste plus que quoi ? Eh bien, il ne nous reste plus que l'énergie nucléaire pour fournir ses besoins. Alors, même si je prends 5,5 gigatep par an, vous voyez, ça fait 3500 réacteurs nucléaires à construire en 40 ans, sans compter, vous vous souvenez, le dessalement de Lomer avec ses 30 réacteurs par an, ou ses 65 000 éoliennes de 5 mégawatts. Vous voyez, on utilise donc toutes les sources d'énergie. On peut supposer que le maximum a été fait pour économiser l'énergie. On n'aura malheureusement tenu ni les promesses de développement durable, ni celles du protocole de Kyoto. On n'a même pas lésiné sur le coût du mégatep, puisqu'on ne l'a pas vu intervenir, là, le coût du mégatep. Et faire 100 réacteurs nouveaux par an n'est pas réaliste. Ça signifie qu'on ne peut même pas respecter l'hypothèse la plus basse. Ça signifie qu'on va manquer d'énergie dans l'avenir. Ça signifie que les générations qui viennent vont avoir du mal, c'est clair. Mais ça signifie aussi qu'on n'échappera pas à un parc nucléaire conséquent au niveau mondial. Il faut s'y préparer et relever les divers challenges du nucléaire que j'ai listés ici. Je ne vais pas m'attarder là-dessus, ce n'est pas mon propos, parce que demain, vous savez, il y a un grand colloque ici, dans cet amphithéâtre, qui démarre à 9h et qui va reprendre donc tous ces points. Mais voilà où on en est aujourd'hui sur le nucléaire. Alors il y a deux autres challenges, à mon avis, qui sont à relever impérativement. C'est savoir stocker l'énergie, enfin, pas comme on fait aujourd'hui avec des petites batteries, mais vraiment de l'énergie à mégatep, et assurer la sûreté des stockages d'hydrogène. Il faudrait qu'on fasse de la recherche dans ce sens. L'énergie nucléaire, donc j'arrive à la deuxième partie de ma leçon, pour parler donc de cette énergie nucléaire, puisqu'on voit qu'on ne la quittera pas demain. La seule énergie issue du sol non émettrice de gaz à effet de serre. Les réserves sont estimées à 4 siècles, mais on peut y ajouter l'extraction de l'eau de mer. Là aussi, avec mes collègues du conservatoire et le professeur Lemaire de Lyon, on a travaillé là-dessus. Il faut savoir qu'il y a 1000 fois plus d'uranium dans l'eau de mer que dans l'écorce terrestre. Et on a trouvé un moyen de pouvoir extraire relativement économiquement cette eau de mer. On garde ça de côté, on verra ça plus tard.
Les réacteurs de 4e génération aussi doivent faire monter donc, ces réserves de façon considérable. Contrairement aux autres sources d'énergie, la technologie à mettre en œuvre pour l'exploiter est lourde. Vous savez, c'est-à-dire que si on a un bloc de minerai d'uranium, ce n'est pas avec ça qu'on va faire de l'électricité, alors qu'on se chauffe avec du bois, du gaz, du pétrole. Alors, la technologie est lourde, mais on s'en sort pourquoi? On s'en sort parce que, vous voyez, le pouvoir énergétique par unité de masse, et vous retrouvez le petit schéma de tout à l'heure, est 2 millions de fois plus élevé. Si on reprend l'unité d'énergie officielle qui est le joule, la combustion, vous voyez, d'un gramme de carbone, on est en énergie chimique, c'est 33 000 joules. La fission d'un gramme d'uranium, c'est 82 milliards de joules. La fusion d'un gramme de deutérium, c'est 560. Et enfin, l'énergie du 23e siècle ou 24e siècle, qui est l'application de E égale mc2, cette fois-ci, c'est-à-dire le choc matière-antimatière, et là, normalement, il n'y a pas de déchets, vous faites le calcul E égale mc2 et vous trouvez 90 000. Autrement dit, comme vous le voyez ici, passer de la fission à la fusion, c'est jamais qu'un facteur 7, ce n'est pas le facteur le plus important dans ce cas-là. Passer de la fission à l'énergie ultime, globalement, c'est un facteur 1000, un tout petit peu plus. Et donc, plus jamais, là aussi, dans l'histoire de l'humanité, on ne fera un saut technologique aussi important que le jour où on est passé de la chimie classique au nucléaire. Le réacteur d'aujourd'hui, vous le connaissez, vous en avez entendu parler, c'est le réacteur REP. Vous voyez que parmi les 10 filières de réacteurs qu'il y a dans le monde, c'est la filière qui est la plus utilisée, la plus installée. C'est 65,4% de la puissance installée au monde. Et en France, donc 59 unités qui représentent 63 gigawatts. C'est par rapport au thermique total, 76,8% sur les 86,9. Alors, faisons un retour d'expérience sur les 30 ans passés. Vous retrouvez mon schéma de tout à l'heure. Du coup, on peut se dire, voilà, quand même, en ayant des centrales nucléaires en France, on a évité en 2007 les rejets de 88 000 tonnes de poussière, 2,3 millions de tonnes de dioxyde de soufre, ce qui est quand même 170% des autorisations de rejet. Ça veut dire qu'on aurait dû, évidemment, baisser notre consommation d'électricité d'autant, 1,25 million de tonnes de dioxyde d'azote et 425 millions de tonnes de gaz carbonique. C'est toujours autant que la planète n'a pas récupéré. Il y a eu un seul accident, je reviendrai là-dessus tout à l'heure, ce qu'on appelle le niveau 4 chez nous, un seul accident dans tout le parc électronucléaire français, c'était l'endommagement du cœur de la centrale de Saint-Laurent il y a 28 ans. La production française, vous voyez, en 50 ans, 1955-2005, elle a été multipliée par 11. Et on a coutume de dire qu'aujourd'hui, les fuites en ligne, en fait, en ce moment, c'est l'équivalent de toute la production électrique française d'il y a 50 ans. Si vous regardez aussi ce petit schéma, la dernière puissance maximale appelée par le réseau, c'était le 17 décembre 2007. Et on est, vous voyez, à peu près à 90 gigawatts, une augmentation donc sur les 50 ans d'à peu près 4,6% par an. On a aussi souvent entendu que c'était parce qu'on avait développé le parc nucléaire, qu'on avait vu la consommation augmenter. Pas du tout au moment où on l'a développé. Regardez, on est en 85, l'année 85-95. Au contraire, il y a une cassure là, assez curieusement. Mais c'est remonté ensuite. Alors, il faut savoir que ces soirs-là, c'est-à-dire quand on appelle comme ça une telle puissance, il nous manque, tel le cas du 17 décembre 2007, entre 5 et 6 réacteurs nucléaires. C'est-à-dire qu'on est obligé d'importer de l'électricité. Et la fois d'avant, c'était même en juillet. En juillet 2005, 19 juillet 2005, il nous a manqué la valeur de 2 centrales nucléaires. Donc quand on dit qu'on a trop de puissance en France, ça dépend des jours. L'opposition au nucléaire, alors il faut bien en parler, puisque nous, les nucléaires, je dirais, on baigne dedans. Moi, je baigne dedans depuis 30 ans. En fait, cette opposition, elle a été très forte jusqu'au début des années 80, c'est-à-dire au moment où on parlait d'installer des centrales nucléaires en France. Et puis, il y a eu une très nette diminution jusqu'en 86. Je vais vous donner quelques exemples. Ce sont des amis qui sont là, d'ailleurs, ce soir, qui se reconnaissent, qui m'avaient envoyé cette carte. Vous voyez les centrales au géranium enrichi. C'est-à-dire que une image assez positive, vous voyez, c'est rose, c'est bon, ça doit sentir bon, très probablement. Donc, on est loin évidemment des débats compliqués. Nucléaire aussi, qui a été choisi comme marque de lessive. Le mot nucléaire. On peut essayer d'imaginer de se retrouver dans l'espèce de brainstorming, de publicité, vous voyez, les gens cherchant,
comment est-ce qu'on pourrait appeler cette lessive là, qu'on lance sur le marché pour faire plaisir à la ménagère de moins de 50 ans. Éolien, bof, géotherme, pourquoi pas nucléaire? Ah, nucléaire, ah, synonyme de sûreté, d'efficacité, d'économie, et voilà. J'ai rien inventé, hein, c'est pas une photomontage. C'est produit par Buller, vous voyez, le blanc nucléaire qui déjaunit vos textiles blancs. Bon. Donc ça veut dire quand même que des publicitaires, des publicistes ont pensé à ce moment-là que le mot nucléaire allait être quelque chose qui allait faire vendre, quoi, hein, un motif de vente. C'est quand même assez intéressant. Et le dernier, je vais demander à Denis, là, je ne sais pas où il est, s'il peut faire fermer les... Voilà, ça c'est un film qu'a fait Landra, qui est un film d'ailleurs excellent, qui date de 1985, et vous allez voir que des journalistes connus à l'époque n'hésitaient pas à dire du bien du nucléaire. J'espère que vous allez le reconnaître, bien que le personnage est un peu trouble. Bonjour, je vais vous parler d'un laboratoire souterrain. Le voici, un laboratoire souterrain que l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, l'ANDRA, projette de construire quelque part dans le sous-sol français afin d'y faire d'importantes études géologiques. Mais avant de décrire ce laboratoire, il faut vous expliquer pourquoi on veut le construire. Pourquoi on veut le construire? Vous savez qu'une grande partie de notre électricité, une grande partie de notre énergie est produite grâce à des centrales nucléaires. Centrales nucléaires qui produisent des déchets radioactifs. Elles produisent d'abord des déchets à vie courte, c'est-à-dire des déchets dont la radioactivité disparaît au bout d'un maximum de 300 ans. L'ANDRA est chargé de la gestion de ces déchets. Son objectif est de faire en sorte que les matières radioactives contenues dans les déchets n'atteignent jamais notre biosphère, c'est-à-dire le monde où nous vivons. Pour atteindre cet objectif, on commence par fabriquer des colis comme ceux-là qui assurent un bon confinement des matières radioactives. Puis, on stocke ces colis dans des installations où ils sont protégés contre les deux principaux risques d'agression, le contact de l'eau ou une intervention humaine intempestive. Ce stockage-là garantit que les déchets resteront isolés de la biosphère pendant les 300 ans suffisants pour permettre la disparition de toute radioactivité dangereuse. Le problème est donc réglé pour ces déchets à vie courte. Mais les centrales produisent aussi des déchets à vie longue, dont certains resteront radioactifs pendant des milliers d'années, voire des centaines de milliers d'années. On ne peut donc pas les stocker comme les déchets à vie courte. Il faut trouver un lieu, donc, où leur sécurité sera assurée à très long terme. C'est pourquoi on envisage de les stocker dans une couche géologique profonde, stable depuis des millions d'années, et qui le restera encore très longtemps. Mais on n'a pas encore construit ce genre de stockage. Avant de le construire, il faut prouver sa faisabilité et son efficacité. Pour cela, on ne peut pas se contenter de faire des études depuis la surface du sol. Il faut descendre dans le sous-sol afin de vérifier, par exemple, que la roche est suffisamment résistante et imperméable pour un tel stockage. Là, on me pose la question, c'est bien Noël ma mère, hein, vous l'avez reconnu. Assez curieusement. Au demeurant, ce film de Landra est très bien fait. Hein. Je le passais sans malice à mes étudiants. Et puis donc, évidemment, après l'accident de Tchernobyl, on sent une forte remontée en fait, de cette opposition. Et assez curieusement, une recrudescence à partir de 1996 qui coïncide, mais c'est tout à fait par hasard, avec la prise de conscience américaine du renouveau du nucléaire. Et cette forte opposition, on l'a vu encore cet été, et je vais en parler, continue encore aujourd'hui. Alors en fait, on peut penser qu'il y a trois populations d'antinucléaires. Hein. Il y a les sincères interrogatifs, je dirais, bon, ça c'est tout à fait logique. D'ailleurs, dans les commissions locales d'information là, autour des centrales, là où je milite et où je vais militer, on retrouve ces gens-là, et c'est tout à fait normal. Vous avez ceux que j'ai appelés les carriéristes opportunistes, c'est-à-dire que des gens qui voulaient faire de la politique se sont dit bah, où est-ce que je peux aller. On retrouve d'ailleurs le même ici, vous voyez, lorsqu'il s'est présenté
à la présidence de la République, là, lorsqu'il était candidat. Le film que vous avez vu a été ressorti, un commentaire de Télérama, on est en juillet 2001, le verre n'était pas mûr, et ça a été repris du coup dans le Canard enchaîné de la semaine d'après, où vous voyez défense du recalé de la campagne présidentielle. À l'époque, je n'appartenais à aucun parti, on peut en 15 ans changer d'avis, et le journaliste termine en disant « À vrai dire, quand on veut faire carrière dans l'antinucléaire, c'est même plutôt une nécessité ». Et puis vous avez un troisième groupe que je cerne un peu moins bien, qui ont des motivations un peu plus floues. J'ai intitulé ça ici « Pour qui roulent bien involontairement les antinucléaires », parce que dans mon esprit, évidemment, je ne pense pas à un seul instant que ces gens-là essayent de nuire à notre pays, parce que ça serait criminel. Je pense plutôt au contraire dans ce marché, si vous voulez, si vous regardez les 3500 réacteurs, je dis qu'on ne les ferait pas. Mais si on fait 1000 réacteurs, je pense qu'on peut les faire les 1000 réacteurs, c'est un marché de 5 000 milliards de dollars. Et 5 000 milliards de dollars, eh bien, tous les coûts sont permis. Hein. Et c'est vrai que chacun des petits points qui peuvent se dérouler en France, c'est monté en épingle à ce moment-là à l'étranger pour essayer de démolir notre industrie. Je vais vous donner 3 exemples. Le premier exemple, c'est Superphénix. Ça va faire plaisir aux nucléaires qui sont ici que je parle de Superphénix, parce que quand même, ça nous a resté en travers de la gorge. C'est un réacteur de 4e génération. Quand on vous parle des réacteurs du futur, c'est un réacteur du passé pour nous. Donc le voici, on en a entendu parler. Il avait démarré en 85 et il a été arrêté sous la pression des antinucléaires. Hein. Décision de 97 par Dominique Voynet, qui était ministre de l'Environnement à l'époque, et Lionel Jospin, Premier ministre. Et je disais à ce moment-là dans mes conférences, on voit souvent des affiches, l'avenir du nucléaire, 2 points, quel avenir pour, enfin le nucléaire, 2 points, quel avenir pour nos enfants? Et je disais, l'avenir pour nos enfants, c'est qu'on rachètera aux Américains les brevets sur un appareil sur lequel on avait 20 ans d'avance sur tout le monde. Ça n'est même plus la peine de le dire. Parce que vous voyez, novembre 2006, le DOE, Department of Energy, ça y est, le nucléaire repart à fond. Voilà le schéma, là, tout le cycle du combustible nucléaire des Américains. Et qu'est-ce que vous avez ici? Le sodium fast reactor, c'est-à-dire Superphénix. Donc voilà, là, les Américains ont gagné. Je ne dis pas que, évidemment, les Français sont responsables d'avoir perdu, mais en tout cas, les Américains ont gagné. Le deuxième, c'était l'affaire du tuyau de La Hague. Hein. C'est pareil, il y a un moment où les Américains ont compris qu'il fallait qu'ils fassent leur traitement parce qu'il n'y avait pas d'autre salut pour eux. Eh bien, malheureusement pour eux, il y avait une usine qui fonctionnait très bien en France, et il fallait qu'à nouveau les Américains soient les meilleurs. Et l'affaire dont vous avez entendu parler, qui était en 1996, c'était pour essayer effectivement de détruire en fait cette industrie du retraitement. Là, ça n'a pas réussi. Mais là, il y avait Greenpeace, hein, vous vous souvenez sans doute, qui était vraiment à la tête du truc, et ça a duré pendant des mois. Et puis le troisième, simulation et essai nucléaire. Oh, je trahis pas, parce que de toute façon, je ne le ferai pas, des secrets militaires, hein, du confidentiel défense, ça traîne sur Wikipédia. Hein. Donc, la France a fait 210 essais nucléaires au total, vous en avez entendu parler. C'est loin des États-Unis et de la Russie. Et en fait, le moment où les Américains ont dit « on arrête les essais, on va tout faire par simulation », c'est tout simplement parce qu'ils avaient obtenu par leurs essais tout ce qu'il fallait comme paramètres pour nourrir leurs ordinateurs. Et nous, il nous en manquait 3. Et si vous vous souvenez bien, il y a 204 essais qu'on a fait, on n'en parlait quasiment pas, hein, ça passait inaperçu. Les 6 qu'on a voulu faire sous Chirac, ça a été une hystérie en Australie, partout, Greenpeace et tout. Il fallait absolument pas qu'on les fasse. Heureusement, le président de la République a tenu bon, on a eu nos 3 paramètres, on a arrêté. Mais vous voyez, il faut toujours essayer de voir ce qu'il y a derrière. Alors pour qui roulent les antinucléaires, alors bien involontairement, il y a quand même une chose qui me gêne, c'est le communiqué de l'agence Reuters du 7 décembre 2007. Je vous l'ai mis ici in extenso. Titre, sortir du nucléaire, c'est le réseau hein, que vous connaissez, dont vous avez entendu parler, se réjouit de l'échec d'Areva. Le collectif français Sortir du nucléaire s'est réjoui samedi de la décision de la Chine de choisir Westinghouse Electric au détriment du groupe Areva pour la réalisation de 4 réacteurs nucléaires civils de 3e génération. Pékin a préféré le réacteur à eau pressurisée AP1000 de Westinghouse, groupe racheté au début de l'année par Toshiba, plutôt que l'EPR d'Areva. Le réseau Sortir du nucléaire ne peut que se féliciter de l'échec d'Areva, qui espérait vendre son réacteur EPR en Chine
déclare le collectif dans un communiqué. Fin de citation. Moi, si je militais dans le réseau sortir du nucléaire, je me lamenterais de voir les Chinois acheter des réacteurs. Mais je ne me réjouirais pas de voir mon pays rater un marché. Il faut être logique. Bon. Donc voilà. Bon, ça m'interroge un peu quand même. C'est un communiqué que vous pouvez trouver. Encore une fois, il est ici in extenso. D'autant plus que, entre parenthèses, c'est quand même la France. Si j'étais antinucléaire, je préférerais encore que ce soit le pays qui ait le plus d'expérience dans le domaine, qui construise des réacteurs, plutôt qu'un pays qui n'a, les États-Unis, pas démarré un seul réacteur original depuis plus de 30 ans quand même. Hein. Je ferme la parenthèse. Alors il y a la communication aussi. Alors on entend toujours, hein, quand on est dans le milieu nucléaire, ces journalistes. On a toujours l'impression que les journalistes... Alors je pense qu'il y en a dans la salle, je vais faire attention. Mais que répond le journaliste, en fait, pour se défendre? Il vous dit, mais moi j'ai un journal à vendre, j'ai un audimat à assurer. Je me souviens avoir reçu une journaliste du magazine Ça m'intéresse, dont vous avez sans doute entendu parler, qui voulait faire un article sur les applications des rayonnements. C'était un article tout à fait factuel qui expliquait ce qu'on faisait avec les rayonnements. On guérit chaque année 30 000 personnes du cancer grâce au rayonnement. Il faut le dire. Bon. Je lui ai prêté mes bouquins, elle ne les a pas rendus d'ailleurs, entre parenthèses, mais bon, elle les a toujours. Je l'avais bien informée. Elle a travaillé 3 semaines sur son article, et un jour elle m'appelle. Elle était elle-même dépitée, elle m'a dit, vous savez, mon rédacteur en chef l'a foutu à la poubelle. Il a dit, mais c'est bien trop positif ça, c'est pas possible qu'on publie ça dans notre revue. Donc voilà, bon, on a un journal à vendre et on a un audimat à assurer. Il faut toujours que nous, de l'autre côté, y compris d'ailleurs les enseignants, se rendent compte de ça et jouer le jeu, je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Donc il faut qu'on s'adapte au milieu très particulier des médias. Et par exemple, le scoop n'est pas forcément celui auquel on pense. Vous voyez, voilà un extrait d'un journal. Le scoop, c'était pas de grève à la SNCF. C'était pas l'inverse. Bon, c'est l'événement, vous voyez, l'événement de la journée. Bon. Donc... Alors, heureusement, la Poste a remis de l'ordre quand même très vite. Et le décor n'est pas forcément celui qu'on voit. Vous voyez, par exemple, vous avez le président de la République, une espèce d'image bucolique, là, mais en réalité, voilà le décor. Hein. Et encore, celui qui a pris la photo n'est pas dessus, là, bien sûr. Hein. Donc voilà le décor. C'est-à-dire qu'un décor que nous, on ne voit pas, en fait, mais qui est le décor réel. Alors celle-là, je l'ai rajoutée il n'y a pas très longtemps, c'est la suite d'un journal, d'ailleurs vous allez reconnaître l'actualité, c'est pas si vieux que ça. Je l'ai appelé 4 minutes 37 de malheur, ça c'est la nostalgie avec les 3 minutes 37 de bonheur de Sylvie Vartan. En 4 minutes 37, au journal de ce dimanche, nous avons eu une vedette coulée dans la Seine, 2 morts, 10 blessés. Catastrophe ferroviaire en Californie, 25 morts, 40 blessés. Le point sur l'incendie dans le tunnel de la Manche, 14 blessés. Et un avion d'Aéroflot s'écrase dans l'Oural, 88 morts, pas de blessés, parce que 88 morts. Je l'ai remis dans l'ordre, là, si vous voulez, mais l'ordre dans lequel il est apparu sur l'écran était l'ordre dans lequel ça s'était inscrit. Et, vous êtes témoin, on en a reparlé encore en septembre, on a fait pendant plus de 3 semaines, tous les soirs, au moins 5 minutes, sur un incident de niveau 1, à Tricastin, dont on peut penser les 60... Bon, c'est pas bien de rejeter 74 kg d'uranium, puis 74 kg d'uranium, bon, ok, mais c'est ce que charrie le Rhône en 6 heures tous les jours, même du temps de Jeanne d'Arc, je veux dire. Bon, il faut quand même se rendre compte de ça. Les reportages que vous aviez, ce pauvre homme-là, éleveur de chevaux, il avait 18 microgrammes d'uranium par litre, et il ne voulait pas donner l'eau à ses chevaux, parce que c'était 4 fois la norme. La norme, effectivement, de ce qu'on appelle l'eau industrielle. Bon. L'eau industrielle, c'est 4. Bon. Et alors, on lui apportait même des citernes d'eau pour ses chevaux, etc. Mais dans la Badoie, il y a 56 microgrammes d'uranium par litre de façon naturelle. Les gens qui vont dans les stations thermales du Massif central, ils ont bien plus que les 18 microgrammes d'uranium. Et pourtant, apparemment, ils viennent par centaines, par milliers pour se faire soigner. Et ces pauvres gens, si vous voulez, c'est pas leur faute. Ils sont tellement traumatisés qu'ils portent plainte pour mise en danger de la vie d'autrui à 18 microgrammes, alors que la Badoie, c'est 56. Bon, je veux dire, on rêve, quoi. Hein. De temps en temps, on se dit, c'est pas possible, quoi. Bon. Donc voilà, le scoop, il faut le prendre là où il est et il faut travailler avec.
Alors, à ces journalistes, du coup, comme bientôt je vais avoir un peu de temps, j'ai dit, tiens, je vais donner des pistes, on ne sait jamais. Je vais vous donner comme ça 2-3 exemples. Vous voyez, on imagine, on n'a pas fait de nucléaire, c'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, mais on a du pétrole. Ça aurait conduit quand même à une facture supplémentaire pour la France de 60 milliards d'euros en 2008, et encore, j'ai mis le baril à $100 seulement. Donc on peut imaginer, effectivement, vous voyez, on convoque la presse sur la place de la Concorde, on leur dit demain, on distribue 60 millions de chèques de 1 000 €. Il y aurait des journalistes, Bon. Et puis, évidemment, alors vous auriez des centaines, des milliers, comme ça, de papiers avec 1 000 € dessus. Et puis vous leur diriez, oui, c'est des chèques factices. Mais en fait, la réalité des choses, c'est que vous avez effectivement économisé 1 000 € chaque Français en ayant fait du nucléaire et pas du pétrole comme d'autres pays. Voilà, ça c'est une solution. Il y en a d'autres. Je vais passer ça assez vite. Vous voyez, rejet de 425 millions de tonnes de CO2. Pareil, vous mettez une immense balance sur la place de la Concorde, les 425 millions de tonnes de masse de CO2 évitées chaque année en France, et puis vous avez la masse cumulée de tous les habitants de la Terre de l'autre côté. Et même la balance, d'ailleurs, elle penche plutôt du côté du CO2, et le calcul est vite fait. Ou bien encore, vous voyez, rejet annuel qui correspond pour chaque Français à un parcours de 45 000 km en voiture polluante. Loin de moi de vouloir prôner une publicité pour les voitures polluantes, mais vous voyez, quand nos voisins disent qu'on est les mauvais élèves de l'environnement, on peut leur dire quand même, d'essayer de regarder chez eux d'abord. On pourrait aussi, c'est 3600 mètres cubes par Français. Un bon matin, vous voyez, crac, on a un parallépipède comme ça, de 12 mètres de base carrée, avec 23 mètres de haut, et on dit, vous voyez, ça, voilà, c'est ce que chaque Français a évité, et il faudrait en mettre 60 millions comme ça, les uns à côté des autres, pour que vous arriviez à avoir le volume total évité. Il n'empêche que, pour toute la population française, pour les 50 années qui viennent de passer, ça, c'est le volume de déchets hautement toxiques, hautement radioactifs, dont il faut qu'on fasse quelque chose. Mais ça, c'est pour toute la France, et pendant 50 ans, pas chaque année, et pas chaque Français. Je force un peu le trait comme ça, mais oui, voilà, avec les journalistes, c'est ce qu'il faudrait faire. Alors, on sent quand même que le langage change, il devient plus positif. Par exemple, EDF, vous voyez, qui misait toute sa publicité pour les jeunes à une époque sur les énergies renouvelables, ce qui fait que, évidemment, quand on a interrogé l'année dernière les candidats à la présidence de la République sur la part d'électricité nucléaire en France, ils ne pouvaient pas imaginer un seul instant que c'était 80%. Donc, ils ont donné des chiffres qui étaient forcément beaucoup plus bas. Et puis aujourd'hui, ça change quand même. On voit revenir un peu les centrales nucléaires. Langage plus positif, mais avec encore quelques réticences. Un exemple, vous l'avez tous entendu comme moi, la France rejette moins de gaz carbonique que ses voisins à cause du nucléaire. C'est à cause ou c'est grâce à ? Alors je vais vous donner un seul exemple. Vous voyez ici, à cause de son épouse, notre collègue Anselme s'investit dans son travail depuis tôt le matin jusque tard le soir. J'ai choisi Anselme parce que j'avais aucun collègue qui se prénommait Anselme. Alors que, grâce à son épouse, notre collègue Anselme s'investit dans son travail depuis tôt le matin jusqu'à tard le soir, c'est quand même pas la même chose. En gros, on a l'impression, vous voyez, que le journaliste disait « On voudrait bien polluer autant que nos voisins, allemands, espagnols, norvégiens, etc., mais on ne peut pas, à cause du nucléaire. » Alors toutefois, ça c'est une image que j'ai empruntée à mon ami Bertrand Barré, c'est pour montrer quand même, que ce n'est pas un problème franco-français, et que, c'est quand même très très difficile de faire de la communication. Un joli livre sur le nucléaire, et vous voyez, le brave homme dit « Ça a l'air d'être un bon bouquin, mais j'ai 2 problèmes avec l'énergie nucléaire. Le premier, c'est que j'y connais absolument rien, et le deuxième, c'est que j'ai aucune confiance dans ceux qui savent. » Alors, c'est vrai que vous pourrez faire la meilleure communication du monde si vous reconnaissez que vous n'y connaissez rien, mais que vous n'avez aucune confiance dans ceux qui peuvent savoir. À mon avis, le problème est insoluble. Alors toutefois, je terminerai là-dessus avec les journalistes, quelque chose malheur est bon, et le harcèlement médiatique, et là je cite cet excellent livre de mon collègue Jean de Kervas-Doué, Les prêcheurs de l'Apocalypse, conduit en fait à une excellente protection des travailleurs du nucléaire. C'est une enquête américaine qui avait montré que pour éviter un décès éventuel dans l'industrie nucléaire, il fallait investir $1 milliard, alors qu'il fallait investir $10 000 pour éviter la mort d'une personne par accident de la route. C'est-à-dire que vous contrebalancez, ça fait quand même 100 000 personnes pour $1 milliard par accident de la route. Donc vous voyez,
Il faut peut-être faire ce qu'il faut, évidemment, bien sûr, pour l'énergie nucléaire, mais parfois, on peut s'interroger, étant donné que, évidemment, la somme complète d'argent, elle est quand même limitée, de savoir faire les bons choix malgré tout. Nucléaire, communication et transparence. Alors je reviens quand même sur cette échelle, cette fameuse échelle Ignès que vous avez là. Le niveau 1, vous voyez, c'est une anomalie de fonctionnement. L'industrie nucléaire, mais c'est valable pour toute la planète, est la seule à laquelle on demande de déclarer ces incidents et ces accidents systématiquement. Et vous voyez, c'est des incidents jusqu'au niveau 3 et l'accident commence au niveau 4. C'est la seule. On peut imaginer ce que ça donnerait. Alors, vous voyez, pour le parc électronucléaire, c'est en moyenne 100 incidents de niveau 1, anomalie de fonctionnement. Hein. On peut regarder notre vie de tous les jours, combien on a d'anomalies de fonctionnement. Hein. Bon. Donc, ça en fait un tous les 3 jours. 1 à 2 de niveau 2. Il n'y a pas eu d'incident de niveau 3 depuis 80, ni d'accident, c'était le niveau 4 dont je vous parlais, depuis 1980. Et on pourrait imaginer, par exemple, qu'on fasse la même chose ailleurs, vous voyez, dans le transport. Des contrôles de la gendarmerie nationale ont fait apparaître un sous-gonflage des pneus d'un camion circulant appartenant à la Société des transports Auguste Moureux, le jeudi machin. Cette anomalie de fonctionnement était classée au niveau 1 de l'échelle ITES, International Transport Event Scale. Bon. Ça serait vrai pour l'industrie chimique, pour l'industrie pharmaceutique, pour le BTP, pour l'aéronautique, etc. Mais on serait noyé, on en aurait des milliers tous les jours. Or là, qu'est-ce qui se passe? Imaginons que moi, je sois un opposant à l'industrie nucléaire française. Ben, je prends ces incidents de niveau 1, incidents, anomalie de fonctionnement. Je suis sûr d'en avoir un tous les 3 jours. Je le monte en épingle, je le donne aux journalistes qui n'attendent que ça. Et tous les 3 jours, vous entendez « Ah, regardez quand même ce nucléaire, il travaille mal, etc. » Parce qu'évidemment, le seul, c'est les accidents qui seraient intéressants. Mais voilà, j'ai un journal à vendre, j'ai un audimat à assurer, et à partir de là, ben, vous entendez parler du nucléaire comme on entend parler. Il faut avoir l'esprit critique et savoir que tant qu'on n'arrive pas au moins au niveau 3, ce sont des incidents, comme vous l'avez eu tout à l'heure, la Badois, etc., qui ne mériteraient même pas qu'on en parle. J'arrive à ma conclusion. 1, pas de langue de bois. 2, sortir du nucléaire. Et une conclusion générale après. Pas de langue de bois. Oui, le nuage, en fait c'est un panache, mais le nuage de Tchernobyl est bien passé sur la France. Oui, il y a bien un effet des faibles doses de rayonnement. Et oui, il y a bien un problème de déchets hautement toxiques. Oui, le nuage de Tchernobyl est bien passé sur la France, et le premier à l'avoir signalé, c'est le professeur Pellerin. C'était dans tous les journaux, Figaro, François, Libération, tous les journaux du vendredi 2 mai. Le nuage, le panache, est passé pendant la nuit là, du 1er mai. Vous voyez que le même, d'ailleurs, vous allez voir, Libération, qui écrivait ça le 2 mai, va dire exactement le contraire 10 jours après. Et en fait, tout est parti du Matin de Paris. On est le lundi 12 mai, ce jour-là. Le Matin de Paris, qui est d'ailleurs un journal qui va disparaître cette même année, hein, faute de lecteurs. Et le 12 mai, donc, les autorités scientifiques françaises ont caché à l'opinion le passage au-dessus de notre territoire du nuage radioactif de Tchernobyl entre le 30 avril et le 4 mai. Le problème, c'est que le vendredi 2 mai, évidemment, c'est le pont du 1er mai, donc personne ne lit les journaux. Donc quand on ressort ça le 12 mai, j'ai un journal à vendre, j'ai un audimat à assurer, tout le monde se jette là-dessus, y compris le journal Libération, vous dites qu'il a complètement oublié que 10 jours avant, il avait dit le contraire. Également, curieux aussi, nous sommes le lundi 12 mai, le samedi précédent, le journal Le Monde avait publié le schéma donc, du SCPRI à l'époque, le professeur Pellerin, qui montrait qu'effectivement le panache était passé sur la France. Le Point du lundi 12 mai reprend exactement le schéma. Le même journal Le Monde donc du 10 mai écrit ceci, vous voyez, vous vous souvenez que les Allemands avaient tout protégé, mis sous cloche même les enfants, et le chancelier Kohl a parlé d'hystérie totalement infondée. Hein, et la commission de protection contre les radiations de la RFA a appelé jeudi 8 mai ses compatriotes à laisser jouer ses enfants sur les bacs à sable, à ne rien changer à leurs habitudes de vie au grand air. Donc, vous voyez, ils reconnaissent après qu'ils ont fait une erreur. Et nous, on trimballe encore cette affaire 20 ans après. Oui, il y a bien un effet des faibles doses de rayonnement, c'est exact, c'est ce qu'on appelle l'effet hormésis. Les cellules, en fait, il ne faut pas oublier qu'on baigne dans la radioactivité. Et donc, depuis des milliers et des milliers d'années, évidemment, nos organismes se sont adaptés à être continuellement donc irradiés. Vous voyez que nos cellules ne sont ni passives ni isolées quand elles sont irradiées, elles réagissent vite et efficacement
en mettant en jeu des mécanismes de défense. Ces mécanismes dépendent notamment du nombre, évidemment, et de la nature des lésions cellulaires. Presque le tiers des gènes d'une cellule sont dévolus à ces mécanismes protecteurs. Je vais vous donner 2 exemples. À Taïwan, du ferraillage de béton, accidentellement, donc il y avait du cobalt 60, c'est-à-dire qu'il y avait eu un irradiateur au cobalt, ce qu'on appelle improprement une bombe au cobalt. Donc c'est des amas énormes de fer, d'acier et de plomb. Et puis on avait oublié qu'il y avait encore la source dedans. C'est pas bien, il ne fallait pas le faire, mais bon, c'est comme ça. Et donc on a fabriqué, en fait, du fer à béton avec encore un peu de cobalt 60 dedans. Ça a concerné 10 000 personnes pendant 20 ans, 180 immeubles et 1700 appartements. Et les débits de dose, vous voyez, étaient par rapport à l'irradiation naturelle, par exemple chez nous, qui est de 2,4, peu importe l'unité, 2,4 par an, compris entre 20 et 500 quand même, chaque année. Et les excès de dose moyens, vous voyez ici, pour les 10 000 personnes, étaient de 400. Excès de dose, bien sûr, et pour quelques-uns, 6 000. Alors évidemment, bon, là, on nous a dit à Tchernobyl, les gens ils sont repartis dans tout le pays, on les a pas contrôlés. Là, on est à Taïwan, on est quand même dans un pays civilisé, c'est une île, enfin les gens, on les a retrouvés, même ceux qui ont déménagé, on a su les retrouver, on a pu faire quand même une enquête épidémiologique là-dessus. Et sur ces 10 000 personnes, en fait, on s'attendait, mais de façon naturelle, pas le fait qu'ils aient été irradiés, mais n'importe où dans le monde, 10 000 personnes, 20 ans après, c'est 217 décès par cancer et puis des anomalies héréditaires attendues. Alors on a fait tourner évidemment les modèles de la Commission internationale de protection contre les rayonnements, qui ont tout de suite dit « Oh là là, on va en avoir beaucoup plus ». Ils ont fait tourner leurs modèles, ils ont trouvé des excès de 70 et de 18, donc on passe à 287 et 64. Bon, la réalité des choses, c'est quand même les décès observés. Ça, c'est la vérité. Observés, décès, 39. C'est-à-dire, en fait, 18% des 217. Et il y a même des publications qui donnent 7. Anomalie 3, au lieu de 46. Alors, ce qui est assez curieux, c'est qu'on n'en parle pas. L'autre accident, c'était Istanbul, il y a 10 ans. Vous voyez, des ferrailleurs, on est toujours dans le même genre, un conteneur dans lequel on a une source de cobalt oubliée, entre guillemets. Pendant 4 heures, donc, ils essayent de l'ouvrir, donc ils subissent une faible dose d'irradiation à faible débit. Ils réussissent à l'entrouvrir. Alors là, il y a un fort débit de dose, et comme ils ressentent des malaises, ils renoncent. La dose réelle subie, évaluée en fonction de la chute des leucocytes et des plaquettes, elle a été estimée, peu importe l'unité, entre 3 et 4 Gray. Et en réalité, le nombre de lésions génétiques, vous voyez, subies par l'ADN, conduit à une dose qui est beaucoup plus faible. En fait, il y a une atteinte moins importante de l'ADN et des cellules souches qui sont appelées à remplacer les globules sang. Tout s'est passé comme si une dose faible, quelques dizaines de millisieverts délivrés quelques heures avant une irradiation à dose plus élevée, diminuait l'effet de cette seconde dose et pouvait faire décroître donc le risque de cancérisation. La dose faible initiale aurait entraîné une mise en route des processus de réparation permettant de limiter les effets toxiques de la dose plus élevée délivrée dans un deuxième temps. Alors, je ne dis pas encore une fois que... je m'interroge, par exemple, vous avez ce livre ici de l'IRSN, vous voyez, je pourrais remplacer Bernard Pivot maintenant que je prends ma retraite, je viens avec mes bouquins. Les accidents dus au rayonnement ionisant. Pas un mot sur l'accident de Taïwan, pas un mot sur l'accident d'Istanbul. On ne parle effectivement que là où il y a eu de telles doses énormes qu'il y a des effets effectivement sur les gens. Ne serait-ce que pour les critiquer, j'aurais pensé, puisque ce sont des accidents, qu'on en parle. Non, on a l'impression qu'il y a là aussi, même dans le milieu nucléaire, même parmi les nucléocrates, un espèce de langage politico-écologico-correct qui fait qu'on ne parle que des choses qui font mal. Oui, il y a bien un problème de déchets hautement toxiques, mais ça dépasse le problème des déchets hautement radioactifs. Vous avez vu le volume tout à l'heure, qui représente en fait que 0,005% des déchets hautement toxiques, chimiques ou autres. C'est normal qu'on s'occupe des déchets hautement radioactifs, mais on laisse de côté quand même toute la chimie, etc., qui pendant ce temps-là fait un peu ce qu'elle veut. Et vous voyez que si l'effort budgétaire consacré au problème des déchets hautement radioactifs, le fameux parallélépipède que vous avez vu tout à l'heure, était étendu à proportion égale à tous les déchets hautement toxiques, ça représenterait uniquement pour notre pays 8 000 milliards d'euros par an, c'est-à-dire le 5e du PIB mondial. Ce que je veux dire là, c'est que je pense qu'on en fait beaucoup d'un côté et peut-être pas assez de l'autre côté. Encore une fois, avec une enveloppe donnée, je pense qu'on s'en porterait mieux d'en faire un peu moins d'un côté et un peu plus de l'autre. Sortir du nucléaire, j'ai 2 planches là-dessus, vous le savez, 439 réacteurs en activité dans le monde, 33 en construction et en projet. Alors ça aussi, c'est une planche
que change très souvent, vous voyez, donc, dans énormément de pays, y compris d'ailleurs, ça va peut-être vous étonner, l'Allemagne, l'Australie. Vous savez que l'Australie, en fait, le nouveau Premier ministre veut développer le nucléaire. Il y a une opposition, évidemment, là-bas. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est dépêché de signer le protocole de Kyoto. Il a dit comme ça, maintenant, les gars, qu'est-ce qu'on fait, hein? Bon, vous avez vu que c'était les plus grands pollueurs, les Australiens. Donc, pour essayer, évidemment, l'Allemagne reconnaît elle-même qu'elle n'arrivera pas à respecter donc ce qu'elle a dit si elle ne fait pas de nucléaire. L'Italie, qui en 86 a fait un référendum contre le nucléaire, dépense aujourd'hui, c'est la même somme qu'on a eu tout à l'heure, elle achète de l'électricité à l'extérieur pour 60 milliards d'euros tous les ans. C'est la valeur de 20 réacteurs EPR, 60 milliards. Mais c'est de l'argent perdu, là. Bon. Donc ils commencent aussi à s'interroger. D'autant plus qu'on l'a vu une fois dans une autre conférence au Conservatoire, à la fois où il y a une coupure quelque part, c'est toute la botte italienne qui n'a pas du tout d'électricité pendant toute la nuit. Bon, ça c'est normal, ils importent tout. Donc bon, s'il y a une coupure, c'est terminé. Et l'EPR, vous le voyez ici, il y a pour l'instant pas mal de projets, on en est à 49. J'espère que le réseau sortir du nucléaire n'aura pas trop d'occasion de se réjouir de voir Areva perdre des marchés. Je ne pense pas qu'on réussisse à récupérer les 49, que ça peut augmenter d'ici là. Mais bon, voilà un petit peu, encore une fois, l'industrie nucléaire est à la pointe. Alors toutefois, je dis un mot pour, évidemment, pour mes collègues là, des clients, Eurocli qui sont là. Le développement du nucléaire, c'est tout à fait logique, doit s'accompagner d'une vigilance citoyenne. C'est le rôle de ces commissions locales d'information. La loi de 2006, d'ailleurs, a précisé le rôle de ces commissions, qui sont regroupées dans une association nationale, c'est l'ANCLI, et l'ANCLI a créé une Eurocli pour essayer d'homogénéiser comme ça en Europe. Et je fais partie et mes collègues d'ailleurs du comité scientifique sont là, du comité scientifique de l'ANCLI et du conseil d'administration. Je pense que c'est quelque chose dans lequel, effectivement, il faut militer. En conclusion, écoutez, la conclusion, c'est pas moi qui vais la donner, c'est la plus haute autorité de l'État. L'ère du pétrole bon marché, c'est fini. Le nucléaire est plus que jamais une industrie d'avenir et une énergie indispensable. Chaque EPR fait économiser 2 milliards de mètres cubes de gaz par an quand il remplace une centrale à gaz et 11 millions de tonnes de rejet de CO2 par an quand il remplace une centrale à charbon. L'électricité qui sort d'un EPR est 30 à 50% moins chère que l'électricité qui sort d'une centrale à gaz à charbon. On peut donc devenir exportateur d'électricité alors qu'on n'a ni pétrole ni gaz. C'est une chance historique de développement. C'était le discours du président de la République, un extrait, au Creusot le 3 juillet dernier. Pour finir, évidemment, quels enjeux pour le nucléaire? Encore une fois, c'est le débat de demain. Je voudrais quand même dire un mot sur la formation en sciences et technologies nucléaires ici au Conservatoire, et d'ailleurs partout en France. Vous savez que les enjeux de demain en termes de formation sont considérables. On parle de 1000 ingénieurs par an pendant au moins 10 ans à former rien qu'en France, et autant de techniciens supérieurs. Donc, tout naturellement, vous savez, le CNAM s'est engagé avec moi, et mon successeur va reprendre le flambeau pour relever ce challenge formidable. Le CNAM a des atouts qui sont considérables, des compétences très, très nettes, tout simplement parce que nous avons un concours de recrutement de professeurs qui est unique en France et qui permet à des professionnels d'enseigner à d'autres professionnels, une pluridisciplinarité. Il n'y a qu'à voir ici, vous voyez, les robes ne sont pas toutes de la même couleur. Quand vous allez à l'université, toutes les robes sont de la même couleur. Ici, vous voyez des couleurs différentes. Ça montre bien notre pluridisciplinarité et nous avons des échanges continuels et c'est extrêmement stimulant. Et puis un réseau national, je n'oublie pas, j'ai toujours, moi, participé aux enseignements aussi de province et j'ai présidé les jurys dans le réseau, voire international. La dernière fois que j'ai défendu mon titre d'ingénieur devant la commission du titre, vous savez, qui est le gendarme en fait, après pas mal de discussions avec ces braves gens, et ils m'ont dit « Mais, monsieur Faust, qu'est-ce que vous allez faire pour ces pauvres Espagnols, ces pauvres Allemands, ces pauvres Italiens qui doivent reprendre le nucléaire et qui n'ont plus rien du tout et qui n'ont plus de formation? Qu'est-ce que vous allez faire pour eux ?» Alors heureusement, on a un réseau national qu'on peut étendre à l'international. J'ai pu répondre, mais vous voyez que le CNAM, effectivement, peut répondre à ça. Donc, la tâche de mon successeur ne va pas être facile. Il est en cours de nomination. Je remercie l'administrateur général de laisser à la chaire, en attendant qu'il arrive,
les moyens en personnel et en locaux qui vont lui permettre d'attendre donc sa nomination. Il sait que je suis à sa disposition, mais sous sa direction, évidemment. Je ne redeviens rien du tout à partir de ce soir, et je lui souhaite évidemment bonne chance. La tâche sera rude, mais elle est belle. J'en ai pas tout à fait terminé, ma leçon est finie, mais vous me permettrez quand même de dire quelques mots après quand même ces 25 voire 40 ans de carrière dans l'éducation nationale, dans l'enseignement supérieur. Tout d'abord, ceux qui ont suivi mes conférences de temps en temps se souviennent qu'il y avait toujours un dessin de Plantu, et vous n'avez pas encore vu de dessin de Plantu. Ben le voilà. Ce dessin, d'ailleurs, figure est affiché dans mon bureau au-dessus de la photo de ma patronne Marie Curie. Eh bien, c'est le petit garçon qui a raison, bien sûr. C'est le petit garçon qui a raison parce que je pense, et là, je me fais l'interprète de tous mes collègues pour dire qu'effectivement, on a beaucoup de chance quand on est ici professeur au conservatoire. Et mon premier message de remerciement et de reconnaissance est pour mes élèves. Je sais qu'ils sont nombreux ce soir, dès que je n'ai pas vu depuis plus de 20 ans et qui m'ont fait, je vais dire, l'amitié de venir. Et je voulais leur dire que vraiment, ils ont été ma raison de vivre professionnelle pendant ces 25 ans de CNAM. Mais chacun de mes collègues pourrait dire la même chose. Ce sont des élèves qui forcent notre admiration par leur courage, par leur ténacité, par leur curiosité, par leur désir d'apprendre. Hein. Tout le monde connaît bien ces cours du soir, c'est quand même après le travail de toute la journée. Et puis le lendemain, on reprend en général de bonne heure. Et ils nous obligent même, nous, à nous surpasser pour être à leur hauteur, mais ça se fait évidemment tout naturellement. De plus, des professionnels enseignent à des professionnels, ils nous enrichissent aussi par leur expérience professionnelle, c'est-à-dire c'est à double sens. Donc, mon premier message était pour eux. Le deuxième, évidemment, c'est une pensée plus que reconnaissante pour celles qui m'ont aidé et qui ont travaillé à mes côtés pendant ces 25 ans. Ça n'a pas été une tâche facile, l'administrateur général l'a rappelé tout à l'heure, parce que les missions étaient nombreuses. Et ce sont les seuls, en fait, que je citerai ce soir. Marina Taff, Chanine Rousset, Christiane Cuvelier, Aline Vesgerbet, Eliane Lapose et évidemment Karine Ripoll, que vous avez eu, évidemment, soit par mail ou autre, que je voulais remercier aussi parce qu'elle a organisé cette soirée et participé aussi à l'organisation du colloque demain. Je n'oublie pas non plus Michel Damani, qui l'a remplacé pendant les quelques mois d'absence de Karine Ripoll pour la plus belle des raisons. Et donc je voulais les remercier. Malgré tout, je suis obligé de teinter ces remerciements d'une note de tristesse parce que Marina Taff nous a quittés le 31 juillet. Les plus anciens des élèves se souviennent d'elle. Je l'avais bien sûr invitée à la leçon. Elle aimait beaucoup le conservatoire. La dernière fois d'ailleurs qu'elle était venue, c'était pendant l'exposition Douaneau chez les Joliot-Curie, où elle avait apporté donc son témoignage, parce qu'elle avait travaillé avec Joliot, elle avait commencé sa carrière en travaillant avec Frédéric Joliot. Donc je l'avais invitée, et puis en juillet, elle m'a téléphoné en disant qu'elle était à l'hôpital et qu'elle ne quitterait plus l'hôpital. Alors je lui ai dit que je viendrais lui apporter des photos après la leçon, et ceux qui la connaissent vont se souvenir, elle a eu la voix claire qu'on lui connaissait, elle a dit « Ah, c'est gentil ça !» Et puis malheureusement, une semaine après, elle s'est éteinte. Donc voilà, c'est la vie, mais je voulais dire. Donc il y a d'ailleurs, il y aura une cérémonie pour Marina Taff, ceux qui connaissent, le 19 octobre à Orsay, hein, parce qu'elle a eu elle aussi une carrière qui était absolument extraordinaire de dévouement au service des autres. Alors je voudrais associer évidemment dans ce souvenir toutes celles et tous ceux qui nous entouraient et qui ont disparu au cours de ces années sur le plan familial et professionnel. On a pu en voir plusieurs, trop nombreux sur les photos de la leçon inaugurale tout à l'heure. Je n'en citerai qu'un qui les représentera tous, que vous avez vu aussi tout à l'heure. C'est Claude Fréjac qui était le parrain de ma leçon inaugurale et qui est disparu prématurément il y a déjà un peu plus de 14 ans, alors qu'il allait devenir président de l'Académie des sciences. Son épouse Nicole Fréjac me fait l'honneur et le plaisir d'être présente ce soir.
Et je voulais lui dire que sa disparition avait vraiment été une grande perte pour moi, parce qu'il suivait avec intérêt les travaux du laboratoire, et ses conseils étaient très précieux. Je voudrais ensuite dire à mes collègues tout le plaisir, mais j'ai déjà eu l'occasion de leur dire précédemment, mais j'en témoigne ce soir, à travailler à leur côté et à baigner dans cette intelligence extrêmement stimulante. J'en citerai aucun d'entre eux, même ceux qui sont devenus des amis très chers, parce que c'est le piège dans lequel il ne faut pas tomber, vous êtes sûr d'en oublier au moins un. Donc, je ne citerai personne, mais ils sont à se reconnaître, et merci à eux tous. Merci aussi à tout le personnel du conservatoire qui travaille dans le même esprit, au service des missions d'établissement. Nous en avons un exemple avec nos collègues du service vidéo qui filment depuis tout à l'heure et qui prennent des photos. Et ils travaillent le soir jusqu'à pas d'heure parce que chez nous, les conférences, vous le savez, c'est toujours le soir, mais demain matin, ils seront dans leur studio, comme d'habitude, donc pour y travailler. J'ai presque terminé. Une pensée également pour celles et ceux qui quittent l'établissement ce soir, parce que vous savez, en ce moment, avec le papy boom, etc., vous avez beaucoup de départs en retraite. Et chez nous, c'est le 30 septembre, puisque le 1er octobre, en réalité, c'est la nouvelle année qui commence. Mais il y en a qui continuent encore quelques jours et quelques semaines. Et donc, je voudrais leur souhaiter aussi, à eux tous, beaucoup de bonheur et de santé. Et à vous tous, enfin, qui êtes venus ce soir, pour la plus grande majorité d'entre vous, à divers titres, professionnels ou autres, depuis plus ou moins longtemps, pendant plus ou moins de temps, vous avez traversé ma vie et vous l'avez enrichie. Je voulais vous dire à tous combien j'en suis reconnaissant et je vous remercie du fond du cœur. Cher Jacques Foss, les applaudissements parlent d'eux-mêmes. Vous dire le plaisir que j'ai eu à vous entendre. C'est pas possible que ce soit la dernière fois. Je reste à la disposition. C'est pas possible. Un truc que vous pouvez glisser, ça c'est des réflexes professionnels. Comme vous avez dit que l'Italie économisait 60 milliards, coûtait 60 milliards d'importation d'électricité, c'est le budget de l'éducation nationale. Voilà, par exemple. Voilà. Eh bien, il me reste à vous remettre cette médaille et ce diplôme. Alors, la médaille, je l'ai découverte, elle est un peu lourde pour être autour du cou, mais je pense que... Merci beaucoup. Voilà. Et encore une fois, bravo. Merci. Monsieur le professeur Jacques Foss, vous avez mis à l'honneur vos élèves et anciens élèves. Donc, ces élèves et anciens élèves qui ont eu la chance de vous avoir comme professeur ont tenu, par le biais de la Fédération des associations des élèves et anciens élèves, de vous mettre à l'honneur ce soir et surtout de vous laisser un petit message de remerciement pour que notre relation continue. Merci beaucoup. Voilà. Alors moi je vais essayer de ne pas être trop long parce que quand vous commencez à laisser parler un prof, c'est toujours très très dangereux. Jacques, tu as cité toi-même Marie Curie, tu as cité même Frédéric et Irène Joliot-Curie. Écoute, accepte ce petit témoignage de tous tes collègues et de tous tes amis du CNAM, amis que tu as toujours choyés, puisque vous ne le savez pas, mais jusqu'à encore une semaine, il était président de l'Union amicale des professeurs du CNAM. Il s'agit d'une édition originale
les cours de Marie Curie, collationnés et publiés par Irène et Frédéric Joliot-Curie. Tu sais ce qu'il te reste à faire, et ta famille aussi. Alors il y a un deuxième élément que peu de gens peut-être dans la salle savent, c'est que Catherine Faust, ton épouse, a travaillé à tes côtés au CNAM, a toujours été là pour le labo, pour les collègues aussi, et j'en ai fait partie. Et nous pensons qu'il est bien normal qu'aujourd'hui, elle partage avec toi ces moments un peu de fête. Absolument. Eh bien, je suis vraiment très très touché, hein, mes chers collègues, de ce cadeau. J'ai cité, je ne le savais pas, hein, donc je n'ai pas fait exprès. C'est effectivement ma patronne, Marie Curie, c'est tout à fait clair. Bon, mes enfants savent bien que j'étais passionné, depuis tout petit d'ailleurs, hein, par ces problèmes de nucléaire et de radioactivité. Donc j'ai une carrière fabuleuse, très intéressante et tout. J'ai pas de mérite en fait, hein, parce que je n'ai fait quasiment que des choses qui m'amusent, à part peut-être de l'administration de temps en temps. Mais autrement, oui, c'est vrai. Donc, merci beaucoup à vous tous, et puis je penserai à vous sans arrêt, effectivement, en feuilletant ce livre de Marie Curie. Merci. Quand on parle d'avenir, hein, c'est quand même quelque chose de mettre avenir dans son titre. Alors, on m'a aussi chargé de 2 missions différentes. La première me paraît subitement assez compliquée, c'est de demander à tous les anciens élèves de Jacques de venir le rejoindre sur l'estrade pour qu'on puisse prendre une photo. Alors, si vous pouviez le faire, j'espère que vous n'êtes pas 400. N'hésitez pas. Ah oui, j'en serais très très heureux, hein, si vous... y compris les thésards, bien sûr, pas seulement les élèves du CNAM, mais tous ceux que j'ai eus en thèse, même s'ils sont devenus professeurs des universités et qui n'osent pas, mais qui descendent. Je pense que certains d'entre eux ont dû se reconnaître tout à l'heure dans la leçon inaugurale. C'était il y a 25 ans, hein, mais comme moi, vous n'avez pas changé, il n'y a pas de problème. Attendez, restez là encore un petit instant. On va rester là encore un petit instant. Alors la deuxième de mes missions,
elle est double. D'abord, elle est pour te dire, Jacques, que eh bien, les organisateurs ont tellement bien négocié pour ton livre qu'en plus, on va t'envoyer au bout du monde, faire un petit tour. On en est désolé, monsieur l'administrateur général, mais il va nous quitter quelque temps. On va lui offrir un petit voyage, c'est bien normal, en famille. Et la deuxième, c'est vous dire où est le cocktail. Alors, le cocktail, c'est compliqué. Il est à 2 endroits différents du CNAM, et Jacques, qui est capable d'être présent partout, se répartira harmonieusement, sans doute dans un état qui ne sera pas un état cohérent, entre les 2 lieux du CNAM. Le premier, c'est le déambulatoire qui est à l'entrée de cet amphithéâtre et qui dessert les 3 amphithéâtres de ce sous-sol, juste en haut des marches. Le deuxième, c'est dans ce qu'on appelle la salle de l'écho du Musée des Arts et Métiers. Alors la salle de l'écho, c'est une salle ronde où effectivement les propriétés acoustiques sont particulières et vous y accédez par l'escalier d'honneur qui est au milieu de la cour. Cet escalier est d'ailleurs assez rarement susceptible de donner accès à une porte ouverte. N'hésitez pas à en profiter. Oui, c'est assez facile.